Ulysse. Ulysse, reconnais-tu ma voix? Au féminin comme au masculin, l'émission Les Sirènes sont éternelles fera entendre les voix et pensées de musiciens, d'organisateurs de concerts, de techniciens du son, de disquaires, de formateurs, de médiateurs, de journalistes et de chercheurs. Les uns visibles par leur position institutionnelle, les autres invisibles, mais amants de musique qui font trace d'ailleurs, qui préparent les relèves ou maintiennent des mémoires en vie. Les Sirènes sont éternelles, présentées par Cherceau et Jean-Michel Lucas, cherchent à comprendre la place qu'occupe la musique dans la cité. Chaque émission est un appel à témoigner du vécu de chacun. Comment se vit la musique sous la pression sanitaire? Quelles pertes, quels bénéfices en tout genre pour la cité des vivants? Comment imaginer l'avenir des musiques, ici, dans la cité? Que faudrait-il faire et qui pourra le faire? Aujourd'hui, les invités sont Marie-Bernadette Charrier, directrice de Proxima Centauri, et Eric Roux, directeur de la Rock School Barbet. Merci à vous deux de nous avoir rejoints pour Les Sirènes sont éternelles. Les Sirènes sont éternelles, c'est une expression que j'ai trouvée dans un ouvrage. Alors j'ai fait la citation, et qui était intéressant parce qu'il montrait que la question de la musique dépassait totalement la question des fonctionnalités du monde quotidien, du monde où on vit, et qu'il y avait toujours quelque chose qui devait être la musique, même quand tout allait très mal, ce qui est le cas d'Ulysse quand il essaye de passer devant l'île des Sirènes. Au fond, l'idée est venue d'essayer de savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment pour tous ceux qui sont des amants de la musique, qui sont des aimants de la musique, alors qu'on est dans une période où beaucoup de repères sont cassés, sont embrouillés, on ne sait pas trop effectivement ce qu'il en est. Donc l'idée, c'est de vous demander à vous, très, très, très simplement, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie d'amant de la musique. On va garder l'expression ni professionnel, ni amateur, d'amant de la musique. Par rapport à ce que vous faites d'habitude, par rapport à votre investissement dans la musique, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne se passe plus, et qu'est-ce que vous avez envie de dire ensuite, quand on va réussir à bien échanger ensemble, sur qu'est-ce qu'il faudrait faire, ou comment on va s'en sortir, à partir de maintenant, qu'est-ce qui va se passer. Il y a quelques mots, on disait, pour le monde d'après, maintenant plus personne n'ose se prononcer. Donc comment on fait collectivement, comment vous allez faire individuellement, comment vos institutions vont réagir, quelles pistes pour l'avenir, et éventuellement mettre tout ça en débat si ça vous paraît intéressant, parce que la situation est quand même difficile et personne n'a vraiment la solution. Oui, donc on peut dire que c'est des palabres, on n'a pas de questions fermées ou ouvertes, c'est en fonction des discussions qu'on va avoir, qu'on va rebondir, voilà, pour vous tirer les verres du nez. Et voilà, donc, tu présentes nos intervenants. On a décidé, Cher et moi, de laisser la parole de la présentation aux personnes qu'on invite, parce que c'est à elle de choisir l'horizon par rapport auquel elle souhaite intervenir. Et donc, je vais simplement donner les noms, et puis si vous voulez bien, vous indiquer ce que vous souhaitez indiquer pour effectivement, disons, cadrer, orienter, donner un horizon à vos propos. Donc, on dit Marie B ou Marie Bernadette? Marie B. En général, c'est Marie B. Ah oui, c'est Marie B, alors Marie B Charrier. Et professeur, je ne dirais pas plus, professeur. Et directeur, il y a un autre directeur ici, c'est Eric Roux, directeur de la Room School. Et donc, Marie B, si Marie B veut bien se présenter par rapport à cette idée de en quoi la musique, c'est vraiment, on va dire essentiel, mais on va enlever essentiel. Elle est vraiment fondatrice d'une vie, et je crois que ce n'est pas du tout déplacé en ce qui vous concerne. Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation et pour cet échange avec Eric. Donc, oui, moi je m'occupe de l'ensemble Proxima Centauri. Alors je dirais, par rapport à vis-à-vis de l'art, de toute façon, la musique, enfin ce qu'on en fait, c'est une vie. Je veux dire, c'est pas, on se dit pas, voilà, on commence à telle heure, on finit à telle heure. Hein. C'est vraiment quelque chose qui nous conduit, qui nous mène, qui nous, jour et nuit, avec des moments, voilà, plus intenses, plus diversifiés, aussi bien dans les rencontres et tout ça. Mais c'est pas réellement, je pourrais dire, c'est pas réellement un travail. Naturellement, c'est un travail dans le sens où on en vit. Mais c'est quelque chose qui nous anime toujours avec ses déboires, avec ces moments difficiles comme aujourd'hui, actuellement,
qui est un contexte qu'on n'a jamais connu. Donc il faut, avec lequel il faut l'apprivoiser, essayer de trouver des bruits pour garder l'énergie, garder la passion qui nous anime toujours vis-à-vis de l'art à la musicale. Alors peut-être je commencerai à dire, peut-être présenter un petit peu Proxima Centauri, où Proxima Centauri c'est avant tout un ensemble, c'est-à-dire vraiment qui réunit comme un collectif d'artistes, qui réunit des musiciens, et qui vraiment dédié à la création musicale d'aujourd'hui. Et c'est vraiment l'innovation, la recherche, le contact avec les gens, monter des projets, mais je pourrais dire que tout projet artistique, c'est au départ une rencontre humaine. Souvent, un projet, il n'est pas comme ça d'un livre ou d'une ligne directrice, soit d'un appel à projet ou des choses comme ça. C'est souvent, on en discutait encore hier où j'invitais un artiste pour faire des rencontres avec des jeunes musiciens. C'est vraiment une question de rencontre. Donc, Proxima Centauri, c'est ça. Et c'est, voilà, on va fêter nos 30 ans en 2021, enfin on espère. Peut-être qu'on les fêtera en 2022. 1991 alors. Oui, voilà, mais fin 91. Et puis, à côté de cet ensemble, on a monté une association qui gère, d'une part, les activités de l'ensemble et qui s'est développée, qui est, je dirais, organisatrice d'événements culturels pour être acteur aussi dans sa région, dans sa ville, voilà, d'inviter aussi, de faire connaître, parce que pour nous, je ne vais pas m'étendre, mais je pense que c'est important, c'est au départ de la création de l'ensemble, on tournait comme beaucoup d'ensembles, comme un groupe de rock, comme un quatuor à cordes, on tournait. Et puis on faisait un événement par an à Bordeaux pour présenter un petit peu le travail, les rencontres qu'on avait avec les différents créateurs. Et puis à un moment donné, on a eu envie, et le public aussi nous disait, mais pourquoi vous ne faites pas plus souvent des rencontres comme ça avec le public? Donc on a monté une saison, on a monté un festival, on a participé. Et pour nous, c'était très important, c'est si on créait ces événements-là, ce n'était pas uniquement pour nous, c'était l'occasion de présenter au public d'autres artistes qui arrivaient voilà, d'Europe ou d'un autre continent. Parce qu'on a créé depuis 30 ans voilà, multiples rencontres et c'est pour ça qu'on tourne 50% de à peu près de nos concerts, nos événements se déroulent à l'étranger. En ce moment, c'est un petit peu... On peut dire que c'est un système de relations entre des libertés, ça ne gêne pas qu'on dise ça. Ce descriptif-là, c'est 30 ans de relations, 30 ans de liberté entre des personnes qui se mettent d'accord, qui font des... Oui, et 30 ans vraiment de relations humaines et je dirais, un projet, naturellement, on a toujours de multiples idées artistiques pour développer des projets. Souvent, on rencontre des gens et puis on se dit que cette idée artistique qu'on avait, en fait, qui mûrissait tranquillement à l'intérieur de nous, on se disait c'est le moment de le faire. Alors on rencontre des artistes, alors ça peut être des compositeurs, mais ça peut être aussi d'autres artistes comme des plasticiens, des danseurs, des gens du théâtre, voilà, et même d'autres musiciens, d'autres esthétiques, parce qu'on a fait par exemple des spectacles avec des beatboxers, avec des Inuits, avec des musiciens plus de musique orale, voilà, donc tout ça, ça nous intéresse. Ce qui compte, c'est de créer et de trouver l'objet artistique juste qui rassemble toutes ces personnes. Donc après, le projet artistique naît ou n'est pas, c'est comme dans la vie, on rencontre des gens, parfois on s'aime beaucoup, mais voilà, on n'a pas trouvé encore voilà, l'intersection qui permet de créer quelque chose qui a un sens artistique. Et alors dans cette dynamique qui dure longtemps de création, en tout cas de liberté d'expression qui n'ont pas de fin, qui n'ont pas de limite, qui n'ont que les limites des relations entre les personnes, qu'est-ce qui a dérapé depuis que ce maudit Covid est arrivé? Est-ce que cet enthousiasme, cette passion, cette volonté d'être en relation avec les autres, est-ce qu'elle est toujours là? Et est-ce qu'elle trouve cette liberté, est-ce qu'elle trouve à se réaliser effectivement, ou est-ce qu'on est dans un blocage total? Est-ce que les sirènes sont toujours là, ou est-ce qu'elles sont prisonnières comme étaient prisonniers? Non, je pourrais vous dire que les sirènes sont toujours là, sinon je pense qu'on aurait arrêté ce genre de contexte si on n'avait pas la passion déjà avant qu'elle n'arrive, que cette situation arrive.
il suffisait, c'est comme on dit, la petite goutte d'eau fait déborder le vase. Là, je pense qu'on n'en est pas là. C'est vrai que c'est dur, c'est-à-dire que aussi bien moralement, surtout ce qui est difficile, c'est qu'on ne sait jamais ce qui va se passer dans une semaine. C'est-à-dire que surtout quand on travaille dans la création, alors on maintient tout ce qui est résidence, tout ce qui est, enfin comme tout le monde, tout ce qui est non présentiel, tout le travail, et ça pour nous c'est essentiel, d'abord parce que dans le premier confinement, on ne pouvait même pas faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, on travaillait chacun dans notre coin, on s'échangeait, tandis que là, depuis le mois de mai, on a repris les résidences de travail, donc, mais ce qui est difficile, quelques-uns. On essaye de les garder tous, toutes, simplement, on n'a jamais l'aboutissement scénique. C'est-à-dire, même si, naturellement, il y a les captations, il y a les audios, mais... Ça manque vraiment, c'est vraiment une plaie, là, le fait de ne pas pouvoir... Ah oui, parce que l'échange, c'est volontaire, on travaille sur le spectacle vivant. Donc c'est vraiment pour nous, c'est essentiel, à un moment, ce partage entre nous, artistes sur scène ou ailleurs, autour du public, et le public. C'est quand même... Là, c'est quand même un objet d'échange. Et c'est nos alternatives. Il n'y a pas personne n'a trouvé, vous n'avez pas trouvé, vous avez cherché, je suppose, une autre façon d'être dans la liberté. On développe, par exemple, ce qui nous intéressait, parce que c'est vrai que moi j'étais assez critique sur toujours ces captations, c'est-à-dire le concert, au lieu de le faire en présentiel, on capte, on le diffuse sur les réseaux, YouTube ou je ne sais. Mais ce qui me dérangeait, c'est que ces objets artistiques n'étaient pas faits pour ça, à l'origine. C'est-à-dire que le compositeur n'écrit pas la même chose. S'il sait qu'il va avoir une salle, où on entoure le public, ou d'une captation où on est complètement... C'est plus qu'un objet, quoi. Oui, mais du coup, ça ne devient pas un objet. Donc, ce qui nous intéressait, donc là, on est en train de développer ça. On cherche un lieu de résidence, mais on veut monter un objet justement numérique en 3D, mais en 3D au niveau de l'image, mais aussi en 3D au niveau du son. C'est-à-dire que là, on est en plein de recherche, donc on voudrait faire ça, on cherche vraiment, on est prêt à partir du mois de juillet, et de créer quelque chose où le public, amener le public, en fait, à rentrer comme un peu les jeux vidéo, que le public rentre dans notre monde sonore, dans notre mise en espace, tout le travail qu'on fait habituellement en direct, mais là, et puis qu'il modifie, c'est-à-dire qu'on s'approche d'un musicien, ce qu'il entend est complètement différent que l'aspect frontal. Et là, ça nous intéresse plus, parce que c'est vraiment un objet artistique pensé pour le numérique. Et que si cette même œuvre devait être refaite après en présentiel, elle ne serait pas jouée de la même manière, puisque c'est vraiment un autre... Et ça, c'est... Dans l'ancien temps, dans le temps des 91, là, on avait souvent le sentiment que le numérique, c'était le virtuel. Je me rappelle très bien cette période-là. Oh, c'est virtuel, le monde réel. Ça. Sauf que maintenant, effectivement, il faut réinventer la relation entre les émetteurs de liberté artistique et ceux qui peuvent, à un moment donné, les reconnaître, les faire siennes. Il faut les réinventer dans un monde où le numérique va devenir central, même si tout s'arrange. Bien sûr, mais faut pas... On ne peut pas se dire que ça va remplacer l'autre. C'est des choses différentes. Donc on ne peut pas dire, voilà, maintenant le spectacle vivant n'existera plus, faisons que des objets numériques. Et s'il n'existait plus alors? J'en sais rien, on n'en est pas là encore. Il y a un peu d'espoir. Oui, mais je veux dire, bien sûr, puis heureusement, mais je veux dire, aujourd'hui, on est justement à réinventer une autre manière d'expression, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie de revenir sur scène, parce que ça, c'est une expression, je veux dire, humaine. Ce qui manque dans la relation numérique, c'est que la relation humaine, elle est complètement... on l'anéantit un petit peu, même si après, c'est le contact avec un objet numérique, on s'approche du musicien, enfin, la relation humaine, elle est quand même... On va s'inventer. Parce que toute l'atmosphère des jeux vidéo, il y a quand même des évolutions depuis 10 ans. C'est une autre façon d'être en relation, mais c'est pas donner un nom, c'est pas tout à fait évident. En tout cas, ce qui est passionnant, c'est que sur l'idée de liberté, elle n'est pas abandonnée, les sirènes sont là, la quête est là, et donc il y a encore un espoir que la musique continue à vivre. Je pense que tant que l'humanité existera, la musique existera. C'est ça le message, même la pire humanité. Après, la pire situation, il y a encore le chant. Il y a encore quelque chose, il y a encore la voix, il y a encore le cri, il y a quelque chose comme ça. Eric, c'est Eric Roux, donc tiens, présente-toi, s'il te plaît. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long.
On fait quoi, on va te couper, on va te couper. Oui, bon, très bien. Donc j'ai commencé comme ça, ouais. Moi j'ai rencontré la musique, je sais pas, à l'âge de 7-8 ans. Parce que ma grand-mère tenait à ce que tous ses petits-enfants prennent des cours de musique, tout simplement parce que elle, en 1920, donc, puisqu'elle est née en 1900, voulait monter à Paris chanter. Et son père lui a dit, si tu montes à Paris chanter, tu finiras sur le trottoir, donc tu n'iras pas à Paris. Et à quoi tient la vie, quand même, hein. Donc, et elle a décidé que ses petits-enfants, elle n'était pas de la bourgeoisie ni rien. D'abord, elle s'était fâchée à la moitié de sa famille, parce qu'elle s'est mariée avec un Italien, qui évidemment est venu faire maçon, puisqu'évidemment son grand-oncle anarchiste a passé 2 ans à l'île d'Elbe pour avoir osé critiquer le régime mussoliniste. Donc autant vous dire que vous voyez mes choix politiques, ils n'ont pas changé, quoi. Et puis de l'autre côté, c'est ma grand-mère espagnole pour d'autres raisons. Donc bon, voilà, pour définir le truc. Donc on a tous été obligés de faire du piano. Et à l'époque où il n'y avait pas d'école de musique, quoi, sur le terre de Guyenne, il y avait peut-être un conservatoire à Bordeaux, j'en sais rien. En tout cas, il n'y en avait pas sur le terre de Guyenne, quoi. Ni l'école de musique municipale, ni rien du tout. Donc c'était un prof qui faisait le tour, qui venait, privé, voilà. Et on faisait donc méthode rose, solfège, enfin une torture, quoi. Pour moi, l'anti-musique, quoi. Enfin bon, bref, et on se faisait 1 heure de piano. Et puis, même si évidemment, je me rappelle de 2 morceaux en fait qui m'ont fait tilter, quoi. C'est Yellow Submarine des Beatles et Mango-Jerry in the Summertime. Ouais. Et donc, bon, moi, ce que j'écoutais à, je sais pas, 10-12 ans, quoi, c'était ça. Et à côté, on avait une espèce de truc où on se faisait Chopin, machin, ceci, cela, quoi. Désolé, mais bon, c'est comme ça, quoi. Moi, je parle entendu ceci, cela, on va voir si on peut discuter. À l'âge où je suis, je parle clair. Donc, et donc j'évite, par miracle, puisque le prof de musique en question, à un moment donné, je fais aussi de l'accordéon, à une époque où l'accordéon est jugé comme l'instrument le plus ringard de France. Enfin, c'est Yvette Horner et je sais pas qui, quoi. Et donc le Tour de France, le Tour de France, pourtant j'adore ça, mais bon, après, c'est pas pareil, musicalement, bon. Et donc là, j'évite l'orchestre d'accordéon du canton. Là, c'était la fin des haricots, quoi, pour moi. Surtout que là, je commençais à avoir 14-15 ans, et mes goûts commençaient à s'affirmer sévèrement, quoi. Et puis donc, j'ai eu la chance d'avoir 18 ans en 76, et en 76, c'est les punks, les Sex Pistols, les Clash, et là, c'est le monde, un nouveau monde s'ouvre à nous, quoi. Donc, c'est la fin de ces, pourtant que je respecte profondément, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez l'occasion, là en ce moment sur Arte, ils rebalancent les premiers moments des Stones, celui qui a écrit Cocaine, merde, Clapton, non? Oui, c'est ça, etc. Et donc on assiste à la genèse de tout ça, et ça, c'était ça qui était intéressant, parce qu'après, bon, c'est devenu des espèces de trucs à faire de la thune, quoi, et c'est plus intéressant du tout, mais peu importe, quoi. Donc, c'est ça qui m'intéresse, mais bon, alors à l'école tout va bien, j'ai connu mon premier confinement, peut-être que certains ici aussi, puisque j'avais 10 ans, c'était mai 68, et pendant 1 mois, on n'est pas allé en classe. Et d'ailleurs, ça produit, là, on dirait qu'on découvre le fait que les enfants qui ne vont pas en classe et qui sont dans des situations sociales difficiles prennent plus de retard que ceux qui vivent dans la bourgeoisie. Je n'arrive pas à le croire, parce que c'était le cas en 68, j'étais premier de la classe avant 68, après 68, j'étais rétrogradé 3e. Oh. Bon, bon, c'est pas important, mais quelque part un petit peu aussi. Et puis finalement, donc évidemment, c'est une époque quand même, mais enfin, et sans, j'ai pas du tout de trucs dans le style, c'était mieux avant. Mais quand même, il y avait des trucs qui se passaient qui étaient, quand moi j'arrive en classe de, donc j'arrive en, comme j'étais un bon élève, je me fais 2 secondes C avec latin grec en plus, quoi. Bon, et là, je découvre les filles. Alors là, terminé, quoi. Là, les filles, ça m'intéressait. Par contre, latin grec, là, ça m'intéressait moins. Ça me fait rire que tu parles d'Ulysse, je ne connaissais pas ce chant des sirènes. Et donc, bon, je fais 2 secondes C, puisque je redouble, et on me fait, à la fin du dernier trimestre de la 2e année de seconde C, on me propose première A à l'essai, ou me jeter du lycée, quoi.
Bon, mais quelque part, en fait, d'une manière pas forcément pensée, je suis en phase avec mon époque, quoi. On écoute tous du rock, enfin pas tous, beaucoup, enfin les plus avancés, quoi, les plus éclairés, l'avant-garde, quoi. Et politiquement, on est très à gauche, quoi. Et donc, on veut changer le monde, bien évidemment, parce que pour moi, le rock, c'est changer le monde, autrement, ça sert à quoi? Et donc, bon, bref, j'ai passé le bac, j'ai une chance de vénard. Bon, je l'ai, et là, j'arrive en fac d'histoire, donc j'arrive à Bordeaux, même si l'autre côté de ma famille habite Florac, donc je suis pas, comment dire, et si mes parents, pendant 10 ans, ont tenu une épicerie place Ardeville, de 58 à 68. Ouais. Donc déjà, je suis un peu dans, je suis en Sauveterre de mon territoire de mon territoire, c'est entre Bordeaux et Sauveterre de Guyane, et ça depuis toujours. Comme ça permet à certains autres de comprendre, après peut-être d'autres histoires. Et là donc, en fac d'histoire, le mec qui nous fait histoire contemporaine, je crois que c'est... Alors histoire moderne, c'est Louis XIV, il est royaliste. Le mec qui nous fait Bonaparte, il est bonapartiste. Et là je me dis, mais c'est quoi ce truc? Pour moi, pour qui l'histoire était le moteur du temps, comme l'a si bien dit Karl Marx, je me dis, mais c'est quoi ce truc là? Ils sont tous tarés, quoi. Bon, alors très vite, j'avais pas besoin de beaucoup, j'arrête, quoi. Et je découvre, en fait, ce qui me sauve, c'est le pionica, à l'époque royale du pionica, quoi. C'est-à-dire que vous êtes pion, vous faites 2 jours et demi dans un bahut, plus ou moins éloigné, en externe ou en internat ou en externat, mais vous pouvez faire ça 7 ans, et juste en vous inscrivant, Donc il n'y a pas besoin de passer en 2e année, en 3e année ou en quoi que ce soit. Et là, évidemment, à la période où c'est, j'ai grillé les 7 années sans passer une année. Donc j'ai fait 7 années de fac sans avoir une année. Et la musique? Et la musique, elle est donc là où elle se manifeste de manière concrète, c'est on organise notre premier concert de punk à Sauveterre de Guyane le 12 mai 1980. Et donc, autant vous dire que là, dans la Pampa, ça n'existait pas, quoi. Donc on fait 3 groupes de Bordeaux qui s'appelaient Stalag, STO et Standard. Et donc on fait 400 personnes, un miracle. Évidemment, on fait ça à l'arrache totale, quoi. On ne sait même pas ce que c'est une asso, enfin on sait ce que c'est les assos, mais on fait ça, on fait l'entrée, on équilibre, on gagne même de l'argent je crois, on fait une bringue monumentale pendant 2 jours, et puis on avait déjà pris, alors on avait déjà trouvé un nom quand même, il y a des trucs comme ça, on s'appelait CCS Concert, Contre-Culture et Subversion. Sans S à concert, parce que le concert qu'on faisait c'était le dernier, parce qu'on n'était pas sûr d'en faire un autre. Donc tu vois, avec des espèces de trucs comme cela, des petits repères. Et puis finalement, on en fait un autre, parce que finalement, il avait bien marché. Donc on en fait un autre, on en fait un autre, on en fait un autre. Et puis on commence à faire venir des groupes d'ailleurs. OTH de Montpellier, qui est un des plus grands groupes punk que la Terre ait compté, quoi. En France, en tout cas. Et on finit sur Oberkampf. Alors on finit sur Oberkampf parce qu'en fait, c'est un groupe parisien, comment dire, des têtes de proue du punk français, avec la souris des ganguets, etc., etc. Et donc on les fait à Sauveterre, évidemment. Là, on est à peu près sûr, quoi, de faire, on a, je sais pas, 400 préventes ou un truc comme ça, ou 500 préventes, dans une salle des fêtes, puisque c'était dans une salle des fêtes. Et dès le matin, c'était un dimanche, en fait oui, il faut le raconter comme ça. Le dimanche, c'était le dimanche 3 juillet. Et en fait, ce dimanche-là, à l'époque, il y avait les gens partaient en vacances et passaient par les routes, l'itinéraire vert. Sauveterre était l'itinéraire vert. Donc les mecs passaient par la place et donc tous ceux qui ne voulaient pas passer par les autoroutes, il y avait beaucoup moins que maintenant, passaient par ça et donc bon bref. Et dès 10h du mat, il y avait, je sais pas moi, une 60aine de crêtes vertes sur la place de Sauveterre de Guyane en 83. Et donc évidemment, il y a des liens qui s'étaient tissés entre les uns et les autres. Et il y en avait un qui faisait la circulation pour pas que déjà il était très asthmatique. Bon, Gilbertin par exemple, qu'on a fait, Caméra Silence, qui est un pote, voilà. Il y a toutes ces histoires-là qu'on retrouve là, un petit peu maintenant. Tu arrives à la grosse cool à un moment quand même. Attends, oui, j'arrive, mais non, mais il faut parler de ça parce qu'on ne comprend pas. Ça, la vie de la musique. On ne peut pas comprendre. C'est pas la même que celle de... On ne peut pas comprendre. Et c'est justement, je suis en train de t'expliquer comment je vais y arriver. Et donc bon, pour nous, les choses se passent très bien, même si évidemment, ça ne plaît pas à certains. Et ça ne plaît tellement pas à certains que le maire du village, le lendemain, le lundi matin, il avait les gendarmes en train de poser des scellés sur la salle des fêtes.
4 jours après, il organise un conseil municipal extraordinaire interdisant le rock de cité. On a la délibération toujours. Il était socialiste. On était en 83. Pourtant, il y avait une langue déjà, tout ça, etc. Il n'y avait pas dû bien comprendre. En fait, il craignait de perdre les élections puisque sa jeunesse tumultueuse était en train voilà, il venait de prendre conscience que c'était pas possible, quoi. Puis ce qu'on faisait, c'était... Et donc, on est en pleine époque où, de toute façon, ce qu'on fait, c'est pas de la musique. Nous, on est des délinquants. Des délinquants, en plus, drogués, voire sexuels, voire les trois à la fois, voire pire. Et puis, on écoute, et puis, c'est pas la musique, c'est du bruit. Donc, alors, évidemment, c'est pas la même chose. Donc, 83, cette date, elle est... Juillet 83, c'est la fin de nos machins, et puis on devait faire, pourtant, le concert d'après, c'était les Lucrade Milk, qui est en fait la base des Berruriers Noirs. Et donc, ce concert ne se fait pas, bien évidemment, et comme il y a très peu de structures en fait, qui organisent des concerts dans ce pays à l'époque, il n'y a pas grand-chose, quoi. On reçoit quand même toujours des trucs décidés là, et puis moi je suis persuadé que de toute façon, les Berruriers Noirs, c'est nous qui devons les faire, et personne d'autre. Donc, parce que, et musicalement, et ce qu'ils disent dans leurs paroles, et ce qu'ils portent comme machin, c'est nous. Donc, c'est là où ça ressemble à un conte de fées. Oui. Donc, je monte à Paris, ça fait le truc. Premier voyage à Paris, je prends rendez-vous avec le manager des Berruriers Noirs, qui s'appelle Marsu, qui est en fait le 3e Berrurier Noir. Et donc, on commence à discuter, et je me fais passer, j'avais demandé à mes potes Donafin, qui était un fanzine de punk rock, qui avait son origine à Rouen, mais qui avait une antenne bordelaise, si je pouvais me faire passer pour un journaliste. Donc, il me l'accorde, j'y vais, je fais le journaliste, c'est-à-dire je pose des questions à la con, quoi. Et, pardon, vous n'êtes pas des journalistes. Vous êtes des enquêteurs. On attend les témoignages. Et le marchand en question, à l'époque, il n'y a pas d'ordinateur, enfin, à part dans les officines de la DGSE, et il a une boîte en bois là, qui contenait des bouteilles de vin, et puis il a des fiches Bristol, et puis il fouille dans ses fiches, et il me sort, il me dit, tu connais ça, ces mecs-là, Sauveterre de Guyenne? Donc je vous en c'est vrai, je raconte pas l'histoire. On avait fait un fanzine qui s'appelait Dernier Bastion. Sauveterre de Guyenne, c'est une ancienne, comment on appelle ça, bastide anglaise, donc il y a encore les tours. Et donc on avait mis Dernier Bastion, et sur la page de garde, tous les symboles, la faucille et le marteau, on avait cassé, la croix de Lorraine, on avait cassé, enfin tous les trucs, quoi. Tous les trucs étaient des symboles politiques. On est d'arriver au Covid, hein. Ouais, on va y arriver, Mais c'est long, mais il faut du temps, c'est pour ça, il faut être patient, quoi. Et donc, il me dit, tu les connais, évidemment, et là je décide de parler vrai, je dis, voilà, nous, total, et il décide, bon, voilà, c'est vous qui ferez les Berruriers Noirs à Bordeaux. Donc, là on est en 87, j'arrive à la fin de mon tourniquet, il faut que je fasse quelque chose de ma vie, j'entends parler d'un truc qui s'appelle le DEFA, diplôme d'état aux fonctionnaires de la SOCU, je me dis mais qu'est-ce que je vais aller foutre là-dedans? Un pote me dit tu devrais y aller, vu ce que tu fais et vu. Alors j'avais un autre truc qui me maintenait en vie quand même, c'était le football, en termes de pratiquants, hein, pas de supporters. Donc comme j'avais passé un diplôme d'état d'éducateur sportif premier degré football, donc j'arrivais à faire l'équilibre entre la fête et le sport. Ça m'a permis de survivre quand même, certaines fois, quand je faisais de mauvais choix. Et donc, quand je suis rentré dans cette formation, qui était au CLAPS, ouverte en formation professionnelle, avec Jean-Claude Marc, que tu dois connaître, on était 10 à être retenus, 5 hommes, 5 femmes. En 88, ils étaient d'avant-garde quand même, pour faire une telle parité. Et on nous demande très vite d'être porteur d'un projet, professionnel, et de trouver une structure d'animation qui nous accueille avec le projet professionnel qui est le nôtre. Donc pour moi, là, c'est ultra clair. Le projet professionnel qui est le mien, c'est organiser des concerts, mais là, jusque-là, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour organiser des concerts, franchement, à moins d'être demeuré, quoi. Mais, par contre, moi, ce que je voulais mettre en place, et que j'avais pu mesurer dans mon village, de 1500 habitants, donc avec, je sais pas moi, j'en sais rien, j'ai 120 jeunes à tout casser, quoi. C'est que quand on a commencé à faire des concerts, en fait, on a voulu monter un groupe de rock au départ. Moi, j'étais le seul qui avait un background musical. Tous mes potes, ils n'avaient jamais fait de la musique de leur vie. Et le morceau des Stones qu'on voulait reprendre, eux, ils arrivaient à le jouer. Moi, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Je n'avais pas de partition, j'étais derrière mon clavier comme un blanc. Et je pense que je n'étais pas très doué non plus, bien évidemment. Mais, donc là, j'ai compris que la musique, c'était pas... Enfin, le fait de jouer, pour moi,
Même si ça reste obligé. Et puis j'insiste pas, quand c'est trop compliqué, je vais pas très loin. Organiser des concerts, c'est pas compliqué. Par contre, il y a plein de mecs qui se sont mis à jouer dans des groupes. Mais plein, ça veut dire qu'il y a eu jusqu'à 8 groupes dans un village de 1500 habitants. Quoi. Donc là, ça m'était resté en tête. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, qu'est-ce que ça voulait dire le solfège? J'avais pas besoin de faire du solfège pour jouer de la musique. Alors tu vas me dire, c'est peut-être pas... C'est une évidence. Mais à l'époque, c'était pas une évidence. Quoi. Et donc je découvre ça. Moi. Je me dis, putain, mais comment ils font ces mecs Et là, je suis toujours d'ailleurs admiratif devant la plupart des groupes de musique actuelle, on va dire, parce que ça n'existe plus, le rock, tout ça, enfin, ça n'existe plus. C'est un tel mélange que, voilà, de musique actuelle qui... Mais en fait, c'est la tradition orale, c'est tout un tas de trucs qui sont évidemment beaucoup plus intéressants que de faire du solfège, machin, ceci, cela. C'est comme ça qu'est née l'idée de la rock school, en fait. Le truc, c'était de dire, on n'a pas besoin de passer par la maîtrise d'un langage savant pour pouvoir faire de la musique. Donc, on va faire quelque chose qui tient sur, justement, une interactivité entre... On ne parlait même pas d'élèves ni de profs à cette époque-là. On parlait d'adhérents et on parlait je sais plus, didacticien, il y avait à la fin, et c'était enseignant didacticien, je ne sais plus quoi, enfin bon, bref, peu importe. Et donc, le truc, on l'a monté complètement à l'arrache sur une intuition, quoi. Enfin, sur mon intuition. Après, je suis allé chercher les gens qu'il fallait pour qu'elle se construise. Et puis après, on est parti dans une grande... Donc évidemment, comme à l'époque, dans ce pays, tous ceux qui sont rentrés dans ces histoires, ils sont rentrés par la prévention de la délinquance. Il y a eu après des gens éclairés comme notre intervieweur qui, dès 84, 5, 3, 9, pas avant? Non, mais au ministère. Le ministère 89. 89. Donc, était au ministère, donc on peut entendre les discours que certains portaient par ailleurs, etc., etc. Mais ça a été une vraie... Enfin, nous, d'abord, pour moi, la culture, c'est un combat, ça c'est sûr, de tous les jours. Mais là, c'était du vrai combat, quoi. C'est-à-dire, on se battait contre tout et contre tout. Et des fois, on avait donc Simone Noailles. Ouais, Simone Noailles, il y en a qui connaissent ici. Alors, Simone Noailles, c'était l'adjointe aux affaires sociales. Elle avait, à l'époque, donc c'était il y a 30 ans, elle avait 65 ans. Son seul gourou, c'était Jacques Chaban-Delmas, mais elle n'était pas au RPR. Et elle connaissait tous les SDF de la ville par leur nom. Et s'il lui promettait de ne plus boire, elle leur donnait 100 francs. Ouais, c'est vrai, elle devait avoir une cassette comme ça. Bon, bref. Et c'est elle qui, en fait, quand lui me reçoit, il me dit, bon, il y a qui comme quand Jean-Michel, en tant que drac, me reçoit la drac, très rapidement d'ailleurs, me dit sur qui on peut muser. Je lui dis à Simone Noailles, mais bon, franchement, si tu veux, c'est pas... Il me dit, t'as que ça? Et j'ai dit, écoute, oui, là, franchement, j'ai que ça, quoi. En réunion, j'ai pas grand-chose d'autre, quoi. Et en fait, elle nous a soutenus parce qu'elle a tilté sur le côté. On n'aurait pas mis la rock school en place, elle s'en serait foutue. Et moi, on ne l'avait pas fait pour elle. En fait, on ne savait même pas. Elle a tilté sur le côté préventif. C'est-à-dire, et il y a d'ailleurs un article de Télérama qui était venu faire une grande enquête sur Bordeaux, et c'est ma première apparition, quoi, sur un média national, où le mec brosse un portrait de Simone Noailles où elle dit quand je reçois des jeunes qui ne savent pas où aller, déjà ça me dit long, je les envoie faire du rap ou du rock. Elle dit du rap en 91. C'est quand même en 93. C'est quand même, elle est d'avant-garde, quoi, parce que... Et je les envoie à Barbès. Bon, très bien, pour nous, c'est un viatique, quoi. On commençait à établir, mais on n'a pas arrêté, quoi. Bon, c'est vrai que j'avais envie de réagir, peut-être amener à un autre éclairage. Sur, quand tu disais, voilà, les groupes, quand tu as monté au début de l'école, en fait, c'était des gens de la rue, je veux dire, comme tu disais, qui se rassemblaient, par exemple, dans le village où il y a oui, là oui. Voilà, c'est ça, je parle. Et que, voilà, c'est ça la musique, et que tout le solfège et tout ça, ça ne sert à rien, enfin, c'est pas important. Donc là, j'ai envie de réagir, parce que voilà, c'est... il faut réagir, bien sûr. Voilà, non, pas réagir d'une manière, parce que moi, je comprends ce que tu veux dire, et je suis complètement d'accord, parce que c'est vraiment... je dirais, c'est comme dans la vie en général, on n'a pas forcément besoin des mêmes choses pour le métier qu'on fait. C'est-à-dire que il n'y a pas l'un ou l'autre qui est mieux. C'est pas parce qu'on joue sans solfège, enfin, je veux dire d'oreille ou de pratique orale. Je veux dire, c'est la pratique orale, c'est comme toute la musique traditionnelle. Je veux dire, c'est la pratique orale qu'on a entendue dans la famille, puis on la reporte à nos générations futures.
je veux dire, elle est là justement parce qu'elle est orale. C'est de la tradition orale et puis des cultures comme ça qu'on transfère. Mais c'est comme à l'école, c'est-à-dire qu'après, si on veut pratiquer, par exemple, en musique, de la musique écrite, c'est-à-dire faite par des créateurs, il est essentiel d'apprendre le vocabulaire. C'est comme quelqu'un qui veut être acteur, s'il ne sait pas lire, il va être limité dans ses choix de texte. Donc, je dirais, après, je suis assez d'accord, mais ça a beaucoup changé dans les conservatoires. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas connu... voilà, dans ces années-là où peut-être que l'enseignement de la musique dans les écoles de musique, les conservatoires, c'était quand même assez... j'en entends beaucoup parler, où c'était assez archaïque, enfin, c'était un peu compliqué, il fallait vraiment être très motivé pour adhérer à ça. Ça a beaucoup changé. C'est plus du tout comme ça dans les conservatoires. Il y a eu une évolution dans la transmission, dans la formation des enseignants. Dans la reconnaissance des différentes musiques. Oui, et puis même de la manière de transmettre. C'est-à-dire qu'on le sait tous, enfin, lorsqu'on a eu des enfants et tout ça, je me rappelle quand j'ai eu... Enfin, au début, c'est que l'oral qu'on fait. On passe pas par l'écrit, mais c'est comme dans la vie. C'est-à-dire qu'ils apprennent d'abord à imiter le langage des parents, à parler, avant de savoir écrire. Donc la musique, c'est la même chose. C'est-à-dire on prend les instruments, voilà, on improvise, on chante ensemble, et après on passe par l'écriture comme le vocabulaire. Donc je pense que c'est pas... c'est pour ça que je pense qu'il y a eu une remise en question en disant comment le transmettre, qui ne fait pas une réticence, parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense qu'ils auraient aimé l'apprendre, je veux dire, ce vocabulaire comme apprendre une langue, et qui permet aussi de s'ouvrir, de pouvoir dire je touche à toutes les musiques, en fait, parce que ça permet, c'est quand même une richesse. On peut aussi bien jouer, voilà, s'il y a une musique de jazz écrite ou de rock et tout ça, ça nous permet de la faire. Alors après, il y a l'autre... Non, après c'est le style. Ça, c'est autre chose. Mais je parle de la lire. Ah oui, non, mais j'entends. Après, si tu veux, moi, ce qui est le plus dérangeant pour moi, et quelque part, ce qui m'intéresse le plus dans ce que j'aime, c'est justement le côté dérangeant. Et quand même, les conservatoires, c'était des conservatoires conservés, quoi. Ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. Et quand même, dans une dynamique, on va former des professionnels de la musique. Comme si on formait des artistes, quoi. Ça n'existe pas, ça. Ça se saurait, quoi, si on pouvait fabriquer de l'artiste comme on fabrique des yaourts. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans les musiques qui sont les nôtres, et c'est pas, je critique pas le fait qu'il y ait conservatoire, machin, ceci, cela, c'est que là, on est vraiment au cœur d'abord c'est des haut-parleurs de la société dans laquelle les gens qui la produisent vivent. Et c'est ça qui m'intéresse. Moi, ça ne m'intéresse pas que le mec il me joue du truc de je sais pas qui existait en 1700 et quelques, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Bob Marley qui chante ce qu'il chante dans un état... C'est des musiques populaires, c'est des musiques d'oppressés, c'est des musiques d'opprimés, et c'est ça que j'adore, quoi. Le reste, s'il n'y a pas une dimension politique à la musique, pour moi, c'est pas intéressant, quoi. Et c'est pas intéressant, pas d'un point de vue idéologique. Donc après, je dirais, c'est la même chose. Je veux dire, les conservatoires ont beaucoup changé. L'image, ça, c'est... Ils ont beaucoup changé parce qu'ils étaient obligés. Non, Marie. Je veux dire que, par rapport, enfin, je veux dire, moi, j'enseigne au conservatoire maintenant, ça va bientôt faire à peu près comme Proxima, donc 30 ans. Il y a une évolution dans les conservatoires. D'une part, je veux dire, il y a une... c'est pas par hasard, par exemple, il y a un service culturel, c'est-à-dire qu'il y a une dimension d'être... On forme des gens pour faire du spectacle vivant, et il y a une dimension de dire où est la diffusion, les rapports avec les partenaires, je veux dire, locaux, même au-delà. Je veux dire, ce qui n'était pas au début du siècle, ou au moitié du XXe siècle. Donc il y a une évolution partout, parce que je pense que la manière de transmettre l'art musical a beaucoup changé dans le corps professoral. Après, je dirais, Eric, si tu dis justement, la musique orale, justement, elle est ce qui t'intéresse, je veux dire, ils sont sur scène, il n'y a pas de formation, enfin, je m'excuse, depuis 20 ans, le nombre de classes de musique actuelles qui se sont ouvertes dans les conservatoires, donc c'est la même chose, ça c'est un combat pour valoriser. Donc, les gens qui sont là aussi, ils sont en train de se former sur autre chose, c'est pas pour ça qu'ils ont oublié la musique orale. Je pense que il y a toujours une évolution dans la manière... Il faut qu'on l'analyse bien par rapport au Covid, et il faut qu'on l'analyse bien par rapport à ce qu'on peut demander à des responsables publics, qu'est-ce qu'on va en faire. On ne va pas non plus regarder les choses passivement. Donc on peut juste poser peut-être un premier point de vue, c'est que dans ce que vous dites là,
ce que nous entendons dans notre perspective justement de penser la question des cultures, c'est à la fois qu'il y a la liberté, qu'il y ait la possibilité de la liberté de choix, de faire sa musique, et que chaque parcours, chaque modalité de faire, conservatoire ou pas conservatoire, ait cette possibilité d'existence, et que l'État, le politique, la société puisse garantir l'existence égale, équitable à chaque. C'est que l'un n'emporte pas l'autre. Voilà. Ça, on a besoin des deux. Voilà, on a besoin de deux, même d'autres, c'est-à-dire la liberté et la possibilité de faire exister cette liberté d'expression. Ça, je pense que dans ce que vous dites là, on y avance malgré tout, pas encore, mais heureusement qu'il y a eu ça pour permettre à d'autres qui avaient ce choix-là de pouvoir le vivre. Mais j'entends dans ce que dit Éric, quand il nous fait part du premier confinement de 68. Et on vit aujourd'hui un confinement qui nous est aussi imposé quelque part par la nature, par ce Covid. Et vous le disiez tout à l'heure, mais j'aimerais bien y revenir. C'est-à-dire aujourd'hui, dans ce contexte de Covid, qu'est-ce qui nous pousse, qu'est-ce qui vous pousse justement à poursuivre, et qu'est-ce que vous en tirez presque comme enseignement? Je vois bien la question de la métacréation, parce qu'au départ, vous n'aimez la question virtuelle, technologique, ce n'était pas votre affaire, vous jouez. Et en fait, finalement, la situation nous amène à repenser les choses. Donc, qu'est-ce que vous en tirez, vous, à la fois en termes de métacréation, mais en même temps en termes de relations, parce que vous le dites très souvent, de relations, voilà, relations. Ouais, mais alors, là, je vais dire, Proxima, depuis le départ, déjà c'est un ensemble où on intègre l'électroacoustique, c'est-à-dire l'électronique, dans la formation. Mais comme moi je suis saxophoniste, comme la flûte, le saxophone, la percussion, l'instrument électronique a toujours fait partie de l'ensemble. Oui, mais quand je parle de virtuel, c'est le fait d'enregistrer. Voilà, après, donc on est, moi c'est pour expliquer un petit peu les choses, c'est-à-dire on a toujours été très proche des nouvelles technologies. On a toujours travaillé avec des ordinateurs, toutes les nouvelles, je veux dire, les nouveaux logiciels, les transformations. Donc ça, pour nous, c'est pas un grand changement. Ce que je dis, le changement, c'est que ce n'est plus tout cet art qui utilise les nouvelles technologies ou l'électronique, qui ne soit plus en présentiel. C'est-à-dire que c'est le média de diffusion qui a changé. Et pour tous, que ce soit la musique de création, musique classique, musique de rock, de jazz, c'est quand même ça, c'est autre chose qu'un disque. C'est vraiment autre chose. C'est mystérieux aussi cette relation avec qu'on appelle le public. On ne sait pas trop, enfin, il faut que ça existe, mais c'est un peu mystérieux. Oui, mais c'est ça qui est magique. C'est les regards, c'est magique. Il faut garder ce côté non fonctionnel. Ça peut être, bien sûr. Alors après, ce qui a changé aussi par rapport, quand Eric parlait du confinement de 68, c'est ce confinement-là, moi j'y étais pas, mais un mois, je veux dire, si on s'est arrêté au premier confinement, parce que je pense que tous les artistes, même tous les gens, je veux dire toute la population du monde entier, ont vécu le premier confinement complètement différemment que les autres confinements. Parce que le premier confinement, il a duré 2 mois. Je veux dire, après, tu dis, bon, on reprend, on aurait été complètement dans une tête. Tandis que là, ce qui a beaucoup changé, c'est qu'en fait, on ne sait jamais ce qui va arriver dans 15 jours. On est reconfiné, on se ressort, on a le couvre-feu, on va peut-être être reconfiné, et puis après, on ne sait pas si ce genre de situation peut perdurer par intermittence, de manière peut-être différente, mais ça, on n'en sait rien encore. Et c'est ça qui change beaucoup. Alors, comment défendre la musique dans ces conditions d'incertitude? Est-ce qu'on attend que ça se passe ou est-ce qu'on produit quelque chose? C'est évident que tous les artistes continuent. Ils ne peuvent pas se laisser mourir. Alors, Eric, on continue? C'est fermé le... Ouais, attends, avant qu'il y ait juste 2 petits trucs quand même. Ah, ne refais pas un coup de Ah non, pas un quart d'heure. 2 petits trucs quand même. Soit, il y a eu des ouvertures de plein de trucs à plein d'endroits. Mais était-ce vraiment dans l'esprit de ce que sont nos musiques? J'en suis pas sûr. Et à force de structurer, est-ce qu'on ne perd pas le sens? Et est-ce qu'on ne fabrique pas du divertissement? Ce qui est, je crains le cas. Et je suis désespéré de ça, mais bon. Mais c'est quand même les acteurs. Mais c'est pas nous. C'est pas nous. C'est pas nous. Peut-être pas toi, mais c'est quand même les artistes qui font cette musique-là qui avaient envie d'être structurés, de retrouver.
Non, je ne suis pas sûr qu'ils en aient envie. Je pense qu'il y a Pas des tout gens à qui en fait ont envie pour eux. Quoi. mais ce n'est qu'une Et histoire. qu'on va anticiper. Et juste après, un dernier truc avant de venir à machin. Les moyens, quand même, sont disproportionnés. Le Conservatoire de Bordeaux, c'est 8 millions d'euros. Nous, c'est 200 000 euros de la part de la mairie de Bordeaux. Il y a quand même, au regard du nombre de gens qu'on intéresse et qu'on touche, une disproportion qui n'est même pas de la disproportion, c'est un scandale. Mais bon, c'est pas grave. Mais si, allez, puis on est là, et la mairie de Bordeaux, il n'y a pas de problème. Le nombre, alors, par rapport à tout ce que vous Revenons avez dit tous les deux, parlons de à la musique. vitalité de la vie musicale, et non pas à l'attractivité ou au Oui. business, le nombre ne fait pas forcément la question essentielle. Oui, non, Il faut retrouver, non, faudrait bien non, retrouver non, cette idée que non. c'est important pour des tas de Non, personnes. mais quand on nous pousse, si tu veux, et je ne suis pas une vierge effarouchée, loin de là, mais quand on nous pousse à avoir des bars, de faire des bars d'une telle qui ne ferait pas lire des patrons de bistrot, parce que c'est le seul moyen qu'on a pour équilibrer, quand on équilibre nos histoires, moi je pense que là ça suffit, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. En fait, à un moment donné, le renversement de la table, il ne s'est pas vraiment effectué, parce que justement, dans les conservatoires, les plus avisés, des directeurs de conservatoire, ont ouvert les classes de machin pour donner le change, quoi. Le change, regardez, on a notre classe d'électroacoustique, regardez, on a notre classe de jazz, regardez comment on est ouvert. Et donc, mais Moi, non. je sais pas non. enfin, moi je ne suis pas directrice de Mais c'est pas de de toi, je parle conservatoire. pas de toi, là. donc, Je parle pas de toi, on parle en général. Là. Non, On non, parle en non, c'est pas ça général. que je veux dire, c'est que je peux avoir un avis, mais il va peut-être être faussé parce que je ne sais pas précisément comment, voilà, à l'origine, qui est-ce qui a défendu ça. Mais c'est comme. Ben non, on le sait. Non, mais c'est vrai que même dans notre analyse, c'est-à-dire qu'il y a des fois on dit c'est dommage qu'en fait que toutes ces musiques peut-être orales, leur origine c'est vraiment l'oralité, pourquoi on les met dans des lieux de formation, mais moi je veux dire je respecte ça parce que peut-être qu'ils ont aussi besoin, enfin ça c'est vraiment, c'est un autre débat. Enfin, pas, En tout cas, pour revenir sur ce que... moi je pense que là, enfin aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir artistiquement, enfin, qu'est-ce qui est intéressant dans les deux mondes je veux dire, musicaux. Je veux dire, je ne sais pas si le débat aujourd'hui, c'est de défendre, de dire faut qu'il y ait autant d'argent pour ci, pour ça. Enfin, je pense que c'est un autre débat. Enfin, moi, je ne vais pas me battre là-dessus. Je ne suis pas, comme je dis, je ne suis pas directrice de l'institution de formation du conservatoire. Sans dire qu'il y a besoin, je veux dire, d'argent, parce qu'il y a une formation, il y a, enfin, je veux dire, ça demande des moyens, mais on n'est pas là pour faire une... Enfin, je sais pas, moi ça ne m'intéresse pas de si on est là pour faire une guerre entre nos deux établissements, non, alors que c'est vraiment, sur ce je trouve que le monde artistique, le monde musical a besoin des deux. Possible. Nous, en tout cas, on n'est pas sur un truc, déjà, pour être totalement clair, et je reviendrai après à ce qu'on fait en temps de Covid, on n'est pas sur une formation, il n'y a pas de diplôme chez nous, il n'y a pas de parcours, il n'y a pas de machin. On donne des clés, un certain nombre de clés qui permettent. Nous, on ne veut pas que les gens ils restent chez nous 10 ans, même 2 ans, qui se barrent, une fois qu'ils ont les clés, ils se barrent ailleurs, ils font avec leurs potes, comme ça c'est toujours fait dans nos histoires. C'est quand même extraordinaire l'histoire des Beatles ou des Rolling Stones, 3 mecs qui se retrouvent. Et ils se sont pas dit, on est les plus doués dans la musique du machin, quoi. C'est donc des miracles, c'est des parcours de vie. Et c'est ça qui est intéressant. Le reste, et ce qui est intéressant, Keith Richards, son seul but, c'est retrouver le blues original des Noirs américains, qui ont été des victimes de l'esclavage. C'est des formations différentes. On va garder pour notre parcours à nous, on va garder l'idée commune de vous deux. C'est pas à nous d'arbitrer, mais c'est que la question de la musique, c'est pas un objet, c'est pas une marchandise, c'est pas une fonction, c'est un parcours de vie qui est essentiel et donc il faut analyser en tant que parcours de vie d'humain, c'est-à-dire c'est un parcours de liberté effective. Et s'il n'y a pas la liberté effective, il y a un problème. Donc on a deux façons de rendre effective cette liberté. Et puis il y a la question de la Rock School comme de la formation au conservatoire, d'accéder à plus de capacités pour les personnes, plus de capacités, alors il y a des tas d'outils, de connaissances, de traditions, pour être plus autonome, pour être plus émancipé. Je crois que nous avons envie de garder ça de votre... C'est ça, je pense Et puis il y a même un troisième terme. c'est des métiers différents. Je pense que quelqu'un qui veut, par exemple, un instrumentiste, je veux dire, de formation classique, même si après il va partir sur des éthiques différentes, on ne peut pas le former en 3 ans.
il y a une exigence, enfin, je veux dire, c'est-à-dire le marché du travail, c'est-à-dire qu'il y a un tel niveau qu'il n'y a pas que le niveau technique, il y a un apprentissage de multiples disciplines et que c'est quelque chose qui ne se fait pas en 3 ans, 4 ans. Donc après, peut-être qu'on n'est pas sur les mêmes... le même développement, le même capacités. développement, voilà. Donc je pense que là, il ne faut pas qu'on... Mais par rapport au Covid et par rapport à toute la pression, ce qui est important, c'est de faire ressortir que voilà, la c'est pas un finalité, loisir, la finalité. C'est pas un temps après le reste, c'est vraiment une façon de dire aux autres qu'on existe. C'est sûr, la finalité est la même, c'est-à-dire qu'on est tous pour... Ce qui nous intéresse, c'est la musique. Si on prend Proxima, parce que Proxima, c'est pas le conservatoire. Non. Voilà, Proxima, qui y vient? Qui y vient à Proxima Saint-Élie? Qui sont les artistes? Non, les artistes. Ah ben et les musiciens. Les musiciens, ils sont tous formés, je veux dire, dans les conservatoires ou d'autres, enfin, ou des Hochschule, enfin, ou des classes, des formations supérieures, parce qu'il y a une exigence, je veux dire, de lecture, de technique. C'est pas de la musique, c'est pas de la musique de rue, c'est pas de la musique orale. C'est vraiment de la musique. C'est la musique d'interprétation. C'est comme un acteur. Mais quand vous dites que vous avez des moments où vous rencontrez d'autres musiciens dans l'univers... Mais par exemple, c'est quelque chose, un constat qu'on a fait, parce qu'on a fait beaucoup de projets justement, qui associent nous, musiciens, je veux dire, interprètes, voilà, et puis où on a envie de travailler, ça nous intéresse beaucoup de rencontrer des artistes différents, donc on a travaillé avec des musiciens justement de musique orale, qui ne savent pas lire, mais qui font des choses fabuleuses, que nous, on n'est pas capable de faire. Simplement, avec le constat, parce qu'on a fait plusieurs projets comme ça, je m'aperçois que c'est toujours nous qu'allons vers ces gens-là. C'est-à-dire qu'on provoque... Non, mais... on provoque des situations en disant tiens, ça nous intéresse, on a été écoutés, par exemple les beatboxers, voilà, on trouvait ça intéressant, on trouvait qu'ils avaient la même énergie. Souvent, par exemple, quand on va en tournée, ou d'ailleurs quand on allait à l'étranger, ils nous appelaient toujours les rockers de Bordeaux. On ne fait pas du rock, mais on a l'énergie qui retrouve en fait dans la musique, je veux dire, dite populaire. Mais toutes ces choses-là, quand on travaille avec ces artistes-là, je veux dire, c'est très rare que ça soit l'inverse. Ils me disent, tiens, ça nous intéresserait bien de travailler avec des... Alors que ça nous intéresserait, nous. Alors, parce que la démarche serait complètement différente. C'est peut-être une des relations à construire, à soutenir. On le fait, Rome ça. en Bretagne, par exemple, et d'essayer d'organiser ça. Et c'est ce qu'on fait. Mais nous, on l'organise. Mais ce qui serait intéressant, que ça soit organisé dans l'autre sens. Oui, mais en termes de politique publique, je veux dire encourager, ou les autres soient encouragés à aller. Et pour ça, il faut se connaître. On ne va pas téléphoner à quelqu'un. Il faut se voir avant, il faut se rencontrer. Voilà une piste intéressante. Et alors, parle-nous de ton rock school en période de Covid. Ah mais c'est pas compliqué. Enfin, comme vous l'avez, j'imagine, bien noté, nous n'existons pas dans la bouche des politiques. Enfin, nous avons mis beaucoup de temps à exister dans la bouche des politiques, notamment du gouvernement, puisqu'on a beaucoup parlé des musées, des théâtres et des cinémas. Par contre, pour ce qui est de nos lieux, alors là, nada. Même si on est la première pratique culturelle des Français, on n'existe pas. Et là, j'ai pris un grand choc, un grand coup dans la gueule quand même. C'est-à-dire que moi qui pensais qu'on avait réussi en partie à convaincre de ce qu'étaient nos lieux, du bien fondé, de ce qu'ils amenaient à la cité, etc., etc., etc. Parce que quand même, en termes de politique de la ville, j'en connais pas beaucoup qui y vont, mais nous, c'est une fierté pour nous d'y aller. Et là, on se retrouve devant un vide sidéral, c'est-à-dire qu'on n'existe pas. Alors que... Ah, non, c'est nous qui n'existons pas. C'est nous. Les concerts debout, on est interdits. On est interdit à juste titre, assurément, je ne vais pas dire le contraire. Il y a la pandémie en question. Un lieu de concert, c'est pas qu'un lieu de concert, c'est pas on vient écouter la musique religieusement et puis on s'en va. Nos lieux de concert à nous, c'est des lieux de fête où les gens boivent des coups, s'embrassent, dansent. Parce que nos musiques, ça aussi c'est consubstantiel à nos musiques et à nos pratiques. Elles amènent à bouger et à danser. Et ça, bon, désolé, mais moi, j'ai jamais vu à l'opéra des gens danser, ni dans les rares fois où je vais entendre la musique classique, quoi, ou de création. Mais bon, en tout cas, et c'est pas un problème. Moi, ce n'est pas un problème.
quand tu dis par exemple qu'il faut 4 ans pour construire un musicien, ou il faudrait 5 ans ou 10 ans, ce n'est pas mon problème. Je pense que vous avez raison, tu maîtrises ton sujet. Moi, je ne me permets pas de juger du sujet qui est le tien, ou de la musique classique, ou etc. J'en ai qu'une vision très lointaine. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est mes histoires. Et parce que mes histoires, ce que je croyais que je vivrais un jour, à savoir qu'elles arriveraient à être reconnues, eh bien, elles ne le sont toujours pas. Et cette crise nous aura au moins éclairé là-dessus. On n'existe pas. Donc, malgré tout, comme on est super résilient dans nos histoires, quoi, parce que c'est bon, des trucs on en a avalé, quoi, et quelques-unes, donc on maintient ce qu'on peut maintenir, c'est-à-dire le peu qui nous reste, à savoir on peut accueillir les adhérents mineurs, puisque les cours sont maintenus, puisque ça c'est une... Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, pourquoi les mineurs et pas les majeurs, mais peu importe, donc on le fait. Et on accueille en résidence des groupes qui viennent 2-3 jours, parce que chez nous c'est quand même des trucs... Chez nous par exemple, on a longtemps considéré que la résidence, on n'avait pas à les payer, quoi. On n'avait pas à payer les gens parce que quelque part il y avait l'intermittence du spectacle, et l'intermittence du spectacle elle laissait le temps. Quand même, le fait qu'il y ait, attention, je ne suis pas contre, bien évidemment, on est le seul pays au monde à avoir ce dispositif, et évidemment il faut le garder. Mais après il faut quand même raison garder, et donc quand on est en période de non-concert, on peut peut-être venir travailler, mais pas forcément sans être payé. Mais là c'est pas possible, donc on paye avec... Et là, pareil aussi, qu'est-ce que tu payes? on paye des artistes qui viennent en résidence, parce que bon, ils ne peuvent pas le faire, ou ils ont un producteur à côté, mais ça n'existe plus non plus. En France, il n'y a jamais eu de producteur. Enfin, là aussi, on s'est inventé des trucs. En fait, le producteur, c'est celui qui t'a vendu. C'est des mecs qu'on a enrichis, nous, c'est nous, les acteurs des musiques actuelles, qui se sont les acteurs, en fait, les acteurs, comment dire, qu'on appelle les subventionnés, parce que c'est une insulte dans notre milieu d'être subventionné. Pour moi, la subvention, c'est ce qui nous permet de prendre des risques. Donc c'est de qualité, c'est pas une insulte, c'est une qualité de l'être. Et tous les gens qui ont fait de l'argent sur notre dos, en nous vendant les artistes, avec les subventions qu'on nous allait chercher auprès des pouvoirs publics, que ce soit l'État, la région, le machin, le sigle-là, c'est nous qui les avons enrichis, au final. Et il y a un très bon article dans Nectar, avec la carte des parties prenantes de ce que le business... Et si nos pratiques n'étaient pas mal ultra majoritaires, le business, il n'en aurait rien à foutre de nos histoires. Donc quand on le dit, c'est pas qu'on le pense, parce qu'on dit des choses comme ça, même avec fougue, comme moi, attention, c'est juste la fougue, de la passion. Moi, j'ai rien contre toi, bien évidemment. Et j'ai pas pris ça du tout comme mais non, mais j'espère. C'est juste la fougue, mais je le précise au cas où, parce que des fois, les gens, pas toi, mais peut-être d'autres font le... Bah, si tu veux, on est dans une situation qui est... Alors, et c'est pas inintéressant finalement. Parce que, si tu veux, il y a eu un premier temps de sidération, quand même, là, le confinement de 2 mois. Moi, j'ai eu du mal comment dire, on était dans un état où là, on avait compris que tout s'arrêtait, et puis on nous disait, réinventez-vous. Ouais, alors là, ça, j'ai dit, mais là, toi, du con, explique-moi ce que c'est, se réinventer. Ah bon, on ne peut pas, d'accord. Et alors, tous les autres, là. Ça va faire, comme on dit, depuis le début, depuis qu'on fait de la musique, depuis c'est notre vie, on fait que ça, quoi. Et là, on te dit, peut-être, on faudrait peut-être commencer à réfléchir. Oui, tout à fait. Et attends, cela, et tous les autres en train de vous dire, alors là, le numérique, allez-y, plein machin. Moi, le numérique, j'y crois pas une seconde. Et là, je te rejoins à 70% quand tu disais, la musique, c'est d'abord une affaire de relation, de public, de là qui est avec toi. Et évidemment, quand tu es sur scène et que tu as du monde, alors quand c'est un peu comme le foot. Là, je vous retiens sur l'histoire de la relation avec le public. Parce que, je suis désolé, ce n'est pas une catégorie de politique publique. Non, la catégorie de politique publique, c'est la quantité de public, la quantité de clients, et c'est le business, enfin, le profit à la fin de la réunion. Ou alors c'est la qualité
vu par quelques experts qu'on connaît, etc. Mais la relation au public, est-ce que les gens sont ennuyés, emmerdés, est-ce que ça les fait penser à autre chose, est-ce que ça a été formidable, est-ce qu'ils ont changé de vie après le concert, tout le monde s'en tape. Et il me semble que l'intérêt de ce que vous dites là, en période justement de disette, c'est de repenser la politique culturelle en disant, l'argent public, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en aura pas forcément beaucoup plus, mais au moins que ça aille là où au moment où on parie sur la relation de qualité avec qu'on les en personnes. tienne compte surtout. Parce que ça même, compte, enfin, oui, toi même un peu qui plus. gères un lieu, je veux dire que quand tu remplis les dossiers de subvention et tout ça, où c'est toujours sur le quantitatif, mais c'est rarement sur le qualitatif. Nous sommes bien d'accord. Et c'est ça qui est un peu... C'est pour ça qu'on défend nous les droits culturels, parce que justement, c'est justement la qualité de la relation de personne à personne, et pas des apparences de quantité, de carte de crédit, quoi. Et donc, ça se passe, donc, tu disais, comment ça se passe? Donc, vous accueillez les jeunes. Ouais, et puis quelques artistes quoi, qu'on peut qualifier de professionnels ou qui vont pas tarder à l'être, parce que en fait il y en a beaucoup plus que pareil, là aussi il y a 30 ou 40 ans quoi. Il y en a, je dirais pas pléthore, mais il y en a un bon nombre quoi, ce qui n'était pas le cas. Non, moi ce que je disais, si tu veux, au regard des grands tenants du tout numérique, moi j'ai quand même entendu quelqu'un me dire que, sérieusement, hein, je dis pas, au Césaire, on a été donc tous en visio, et qui nous dit au bureau, elle est en question, elle nous dit, j'ai pu assister à l'enterrement de mon oncle grâce au numérique, c'est formidable. Et là je me suis dit, alors là, si tu veux, c'est la fin des haricots, quoi. Si on en est là, c'est que tout va mal, quoi. Et ce qui me fait plaisir, c'est que plus le temps avance là, et moins on entend ces discours. Et même la Roseline, on n'entend plus là. Elle n'entend plus à nous dire des conneries, mais c'était pas la seule qui en disait le plus. Hein. De toute façon, l'autre était transparent. Oui, donc, Eric, si tu dis ça, ça pose quand même un gros problème, parce que si le vaccin n'est pas aussi bon, mais on est mal. Tu vas à la mort. Parce que là, quand tu disais, Eric, pendant les oubliés, mais je dirais c'est le spectacle vivant et la musique en général. Oui. Tu comprends? Tous. Je veux dire, c'est pas que les salles où tu dis ils se tiennent debout. Hein. Bien sûr. Même les salles où les gens sont assis, où tu peux justement les contrôler. Je veux dire, il n'y a plus rien qui existe. Et ça, de toute façon, tu ne l'entendais même pas dans le discours. Il y avait absolument... Et c'est ça qu'il faut... Ce serait ça le premier discours à faire, mais avec l'incertitude d'une absence de solution. C'est quand même gênant, quoi. C'est pas une absence de solution. C'est... Je pense qu'on a... je veux dire, tout le monde a plein... Enfin, multiples peut-être... le monde après sera sans doute un peu différent. Je veux dire, de toute façon, on est toujours marqué par des expériences de la vie. Mais ce qu'il faut, moi je pense, dire haut et fort, c'est que le retour, je veux dire, au spectacle vivant, à la scène, à la confrontation avec le public, c'est indispensable. Tant que l'humanité est là, on a besoin de relations. Alors c'est comme tu donnes l'exemple où elle est contente d'avoir assisté à l'enterrement, mais ça représente bien la relation qu'elle avait auparavant avec cette personne. Une personne qui est très proche, elle ne peut pas accepter ça. Je veux dire, c'est ça qui est le plus difficile. Non. Alors là, j'y crois pas. Je me demande non, c'est juste parce que les gens, on ne les voyait pas et puis ça permet de participer alors qu'on... Mais j'espère que c'est ça. Je l'assure. Non, moi je crois l'être humain. Et moi aussi, mais des fois, il m'a beaucoup déçu quand même. Des fois. Ah oui, mais ça c'est normal, l'être humain, on sait bien, il peut être très noir. Tout à fait. On est dans l'incertitude. Le monde de demain, le monde d'après, on ne sait pas comment il est. Mais ici et maintenant, en attendant, voilà, on va accompagner l'écoulement du temps qui n'est pas suspendu. Et donc, il nous faut avoir, ce n'est pas une question de réinventer, parce qu'on a toujours été dans la création, mais il nous faut quand même adopter des modalités d'être en relation avec les autres, ici et maintenant. Et comment faire? Comment vous envisagez ça? Parce que de toute façon, on ne peut pas s'arrêter. Il nous faut y aller. Voilà. Et en nous disant que ce qu'on est en train de faire, cela peut être provisoire, mais cela peut aussi coexister avec des formes futures. Mais on ne parle pas du futur, ici et maintenant. Mais non, mais je veux dire, mais on peut parler du futur, enfin, on peut imaginer le futur, c'est pour ça que je dis, peut-être que dans le futur, on va passer des périodes où on sera des relations, je veux dire, quasi normales, avec d'autres moments, comme on peut le vivre aujourd'hui. Ça, on n'en sait rien, peut-être. Mais
l'un ou l'autre, aujourd'hui, on est en train de se préparer à ça. C'est-à-dire qu'il est indispensable de préparer aussi le retour à la présence. On ne peut pas dire, aujourd'hui, maintenant tout est foutu, maintenant nous ne faisons que du numérique, on met un trait sur tout ce qui a existé. Ça veut dire qu'on renie ce que cela peut apporter. Donc ça, c'est pas possible. Mais ça ne veut pas dire qu'à côté de ça, eh bien, on travaille, on invente de nouvelles formes, de dire qu'est-ce qui peut... quelle forme artistique on peut créer pour avoir cette relation avec le public qui sera peut-être différente, mais qui permettra de le faire. Par rapport au forum, il va y avoir des discussions, tout le monde a le droit de parler, tout le monde a le droit de discuter, le forum des créations et des expressions culturelles. Quel est le nom que ça va prendre? Parce que si dans le débat on dit les artistes ont envie de continuer à faire ce qu'ils ont envie de faire, ça va vite paraître comme quelque chose qui leur appartient, après tout, ils ont le droit de le faire et ça n'engage pas la responsabilité publique. Est-ce qu'on peut tenter, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que cette question d'être en relation pour exprimer une liberté d'expression artistique dans des conditions de liberté effective, donc avoir par exemple la possibilité d'être en résidence, etc., parce que vous avez très bien écrit l'un et l'autre. Est-ce qu'on peut rentrer par là? Parce que la notion de liberté d'expression artistique, c'est pas simplement le caprice d'un artiste, c'est une valeur fondamentale dans justement être humain. Être humain, c'est avoir effectivement aussi cette liberté d'expression artistique. Il y a peut-être une piste là, un peu difficile à négocier, parce qu'on va peut-être nous dire, oui, mais alors vous savez, je suis en train de préparer quoi? Un futur disque, un futur concert, une future tournée, c'est un investissement sur un futur produit. Donc l'idée, c'est un peu de contrer cette idée du produit à vendre plus tard. Hein. Vous avez une notoriété. Reprendre ce que disait Cher, c'est dès maintenant, ça a du sens politique que de dégager des moyens pour plus de liberté d'expression artistique. Est-ce qu'on peut tenter ça ou ça vous paraît un peu incongru et pas... Par exemple, on a vu quand même, parce que ce qui est important dans notre monde, c'est aussi de regarder autour de nous, donc, parce que l'humanité ne se pose que des questions que c'est à des moments particuliers. Il y a des pays, des villes qui ont, en Espagne j'ai entendu parler, des pays qui ont aménagé des modalités pour pouvoir faire des concerts en direct, en tenant compte de... Est-ce que par exemple, c'est des choses que vous envisagez et à quelles conditions? Est-ce qu'on se dit, là, ici et maintenant, ce n'est plus possible, on fait les résidences, on fait nos petits films, on les envoie, ou est-ce qu'on se dit, on est force de proposition pour continuer cette relation-là, et voilà, nous, les conditions que l'on propose, comme les restaurateurs sont en train de le faire, comme d'autres, comme on, la liberté d'expression, comme on le fait pour les églises, pour les lieux de culte, comme d'ailleurs à la fac, à la fac, on s'est battu pour avoir au moins des jours de présentiel, parce que les étudiants comme nous ne tenaient pas, et c'était pas facile. Il y a des formations qu'on ne peut pas faire en distanciel. Et donc on propose, il y a un protocole, etc. Il y a quand même une espèce de négociation, parce qu'on est dans les palabres. Et oui, on peut pas, il faut être dans les palabres. Donc vous, de votre point de vue, qu'est-ce que vous pouvez là penser pour pouvoir continuer cette relation-là qui nous fait... Voilà, qui nous manque tant. Bon, après, si tu veux, pour répondre quand même, tu fais, je pense, référence à ce qui s'est passé à Barcelone. Bon, là, si tu veux, c'est le truc pipeau par excellence. Ils ont fait rentrer 500 personnes dans une salle de 1000 places, que je connais par ailleurs. Ils n'avaient pas le Covid avant, ils sont ressortis, ils n'avaient pas le Covid. Et on nous vend ça comme, si tu veux, un miracle. Non, mais il faut arrêter, quoi. Parce qu'il faut quand même faire la part des choses entre... un mec très bien, un sociologue qui s'appelle Brunner, je crois, qui, entre ce que nous vendent les médias et la crédulité qu'ont les gens de plus en plus face à des théories à la Mormolleneux, complotistes et autres, quoi. Donc, qui franchement sont... Je réponds pas à la question. Non, mais non, je vais y répondre. Je vais répondre. Mais si tu veux, non, je détruis déjà, si tu veux, cette hypothèse fumeuse du concert à barcelonais, qu'on a essayé de nous refaire aussi. Nous, au niveau de l'interréseau, il y a, moi je co-préside aussi le réseau des indépendants de la musique. On est, donc, qui est un réseau de filières. Il y a d'autres réseaux de filières en Nouvelle-Aquitaine, dans le cinéma, dans le théâtre de rue, dans pas mal de choses comme celle-là. Et on bosse donc, on réussit, si tu veux, à s'émanciper de nos filières propres. On bosse ensemble
Et on a demandé à la région d'être territoire d'expérimentation pour la réouverture des lieux culturels. Donc avec un vrai travail, on ne dit pas on va les réouvrir, parce que pour le moment, artistique, on va dire. oui, et donc si tu veux, il y a une structure en France qui s'appelle l'ITEM, qui est l'Institut des techniques, je ne sais pas quoi, enfin bon bref, c'est à Mans, qui travaille sur... ils ont une méthode probabiliste qui fait que suivant certains paramètres, tu peux ouvrir avec tel ou tel risque ta structure, ton studio, ton machin, ton ceci, ton cela. Par exemple, il y a un truc, le niveau de CO2 dans une structure te dit si, et ça existe cet outil, si ton air est vicié ou pas, s'il faut ouvrir tant de temps, enfin il y a des choses si tu veux. Et il n'y a pas besoin bon, il faut s'y mettre, mais de manière sérieuse, il faut se sortir du temps médiatique, voilà, pour travailler sérieusement à ce que ces choses-là essayent de voir le jour. Parce qu'effectivement, moi, le seul espoir que j'avais, et dès le début de cette histoire, c'est le vaccin. Je pense que s'il n'y a pas vaccin, s'il n'y a pas efficacité, on est dans la merde pour de bon. Mais alors là, pour de bon, de bon. Donc, il faudra faire le choix, à se dire, bon, mais il y a ça, il faut vivre avec, parce qu'on ne va pas museler nos jeunesses. Enfin, je ne sais pas, s'il y a 20 ans, comment j'aurais réagi, ou à 18, mais on ne va pas les museler pendant toute leur vie. Enfin, il faut qu'on arrête ce délire, quoi. Puis, de toute façon, les États, même si, quand même, faisons remarquer que, alors évidemment, monsieur le professeur d'économie, le maître en économie, il n'a pas aimé ce que je vais dire, sûrement, mais il n'y avait pas d'argent, et tout d'un coup, rappelez-vous, il y a 1 an, il n'y avait pas d'argent. Et tout d'un coup, expliquer ça dans une note très claire. Il y a de l'argent partout, vas-y, machin, etc. Évidemment, pour nous faire peur, les tenants du néolibéralisme et du libéralisme tout court nous font le coup de la dette. Et moi, je suis tenant de ceux qui pensent que la dette, elle peut s'annuler. Comme ça a été le cas en 1953 avec l'Allemagne, avec l'Irak, et puis on peut l'annuler si on a envie de l'annuler, parce que ça, c'est un jeu d'écriture. Eric a bien vu que j'avais fait un article là-dessus. Tout à fait, très bien. Donc l'argent, c'est pas le problème. Le problème, c'est pas non plus de réouvrir les lieux pour que les jeunes s'amusent et se bourrent la gueule. Il faut qu'on trouve un meilleur argument que ça. Il faut trouver un argument. Et là, dans nos discussions, en tout cas autour de la musique, mais je pense que les théâtres pourraient faire la même chose, c'est bien un enjeu d'humanité et pas un enjeu de loisir après le boulot. C'est pas la compensation par rapport à un monde difficile. On va prendre une bouffée d'oxygène. C'est bien, et c'est vos témoignages, de ceux qui sont en relation avec vous. C'est bien un enjeu de politique publique parce que c'est un enjeu d'humanité exprimé et des libertés. Voilà. Alors donc, pour répondre à ta question, nous, du côté de la création, enfin de toutes sortes de musiques, je ne dirais pas de la création, parce que c'est aussi bien les musiques classiques, où on a monté justement, depuis le confinement, donc ça va faire 1 an et demi, non, 1 an, voilà, un réseau où, vraiment dans toute la Nouvelle-Aquitaine qui est lié, parce qu'on fait partie des réseaux plutôt nationaux, sur la réflexion justement, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, d'avoir une réflexion qui existe dans votre domaine, et que nous, on n'était pas assez, enfin, je veux dire, structurés. On avait des réseaux nationaux, en fait, voilà, mais au niveau de l'Aquitaine qui nous rapproche, en fait, je veux dire, et puis d'être plus proche des politiques, c'est-à-dire d'aller vers eux, de dire, voilà, on pense. Donc il y a toute une réflexion par rapport à ça, disant, qu'est-ce qu'on peut proposer, aussi de rendre plus visible et plus avoir une meilleure connaissance, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, les gens, enfin dans les politiques, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas exactement ce qu'on fait. Oui. Voilà, pour eux c'est la musique, mais puis ça tourne, et puis nous on reste, et puis donc on est obligé donc en fait de se regrouper pour avoir synthétiser en fait tout le travail qui est fait, qui a été fait et qu'on veut faire perdurer en offrant différentes ouvertures par rapport au contexte d'aujourd'hui. Donc ça c'est en route. Je veux dire, je pense que personne n'attend, voilà, dans son coin en disant le contexte d'aujourd'hui nous laisse sans contact, je veux dire, en présentiel, et qu'on attend que ça revienne. Pas du tout. Je pense que l'argumentaire pour vous, mais c'est aussi pour les rockers, ça a été toute notre histoire aussi pendant 20 ans, tu l'as bien dit, drogué, machin, etc. Pour vous, l'argumentaire est aussi à bien travailler, parce que finalement, il n'est pas impossible que vous apparaissiez comme des personnes qui font de l'art un peu d'une façon, dans un monde culturel parallèle et hermétique.
Et par rapport à ça, il va falloir que vous travailliez aussi la manière de poser l'enjeu de ces musiques, qu'on a du mal à nommer d'ailleurs, parce qu'on dit plus musique contemporaine, on dit encore, ça c'est pas sûr. Bon, enfin, Mais la musique d'aujourd'hui, musique contemporaine, ça veut dire la musique qui nous entoure. En fait. C'est actuel. Mais hermétique, moi je pense que ça c'est des gens... C'est nul hermétique, hein. Oui, ça c'est nul. Je trouve que, oui, même on disait qu'on était de la musique, j'ai entendu aussi. Eux, c'est des sauvages. Non, non, mais nous, sauvages aussi. Et c'était pire que ça, c'était de la musique. Je ne trouverai plus le mot. Ah. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que ces gens qui mettent ces termes, parce qu'on a besoin, ça c'est vraiment, je veux dire, une démarche très administrative. C'est-à-dire qu'on voilà, et puis qu'on a envie de mettre dans des cases, c'est-à-dire ça, on le met là parce que ça les rassure. Oui, tout à fait. Et puis ça aussi, moi je trouve que d'une certaine manière, parfois, on est là pour valider leur fonction. Alors que, qui viennent nous écouter, qui viennent dialoguer avec nous, qui viennent échanger, qui viennent débattre, et je pense qu'ils s'apercevraient peut-être que la musique est moins hermétique. Parce qu'il y a aussi une autre chose par rapport à notre musique, c'est que dans les médias, si on va, je veux dire, dans tous les lieux publics et tout ça, toute la musique est diffusée, c'est jamais la nôtre. Hein. C'est une question de connaissance, plus on en prend. C'est une question culturelle. Ok, Marie-B, je fais un test. Ouais. Moi, je connais un grand jeune homme qui n'est plus un ado maintenant, qui est un adulte, et il passe à la maison, et j'avais le laboratus d'un certain Luigi Nono, un classique des musiques contemporaines, c'est quand même pas... Et il m'a dit, t'arrêtes avec ta musique, tu ne peux pas l'arrêter, c'est inécoutable. Il m'a fait le coup, alors qu'il a une culture musicale, j'ai presque aussi dense que la mienne. Donc la question, c'est que c'est pas forcément une question d'habitude, c'est pas forcément... ça peut être autre chose que ça peut être autre chose. Et puis c'est pas parce que lui, il n'aime pas cette musique en particulier qu'il faut globaliser et de dire toute la musique. Eh ben voilà. Lui, c'est ça que... Parce que quand tu dis la musique de fou, mais non, nous... Je ne crois pas que, comme une fois on dit, on fait de la musique de fou. Mais donc on a bien moins des publics que des personnes qui ont une trajectoire, qui ont une histoire, qui ont des références. Et c'est dans l'accompagnement de ces personnes qu'on peut peut-être arriver à voir des choses évoluer. Bien sûr. Mais pour ça, il faut être présent. Ça veut dire faut être présent. C'est dans la diffusion, on le sait très bien. Je veux dire, on commence à apprécier qu'on a des références. Au début, c'est comme dans n'importe quel domaine. On est un peu désappointé quand on voit quelque chose pour la première fois, à part quelqu'un qui est très ouvert, qui a l'habitude de découvrir des choses nouvelles à chaque fois. Mais enfin, je veux dire, on le sait très bien, l'être humain, il est quand même... Donc on est dans l'accompagnement des personnes, c'est pas simplement les forcer à amener un concert. Non, c'est aussi... mais on fait ça, je veux dire, ça accompagne tout le travail qu'on fait, il y a tout le travail de transmission qu'il y a autour, être proche du public, enfin je veux dire, ça c'est un travail de tous les jours, tout le monde fait ça. Dans le rapport qu'on a fait sur le droit culturel, on a parlé d'accompagnement de qualité, c'est-à-dire justement qui tient compte aussi de la personne dans son histoire, dans sa manière de voir, et qui ne brusque pas, enfin qui est dans l'adaptation, parce que effectivement il faut arriver de façon réciproque à s'accompagner, pas simplement l'un qui amène sa musique à ceux qui ne la connaissent pas, parce que si on renverse, ceux qui ont une telle musique, c'est pas n'importe laquelle, ils ne sont pas prêts non plus à aller écouter, je sais pas quoi, mais la musique impériale japonaise, etc. Donc c'est vraiment des relations de réciprocité. Et c'est ça qu'on ne retrouve plus dans la politique publique, où on n'entend plus que aller vers d'un seul côté. Ben non, il faut retrouver les réciprocités, les apports réciproques des cultures. Qui donner la possibilité aux gens d'aller découvrir autre chose que ce qu'ils connaissent. Et vice-versa. Oui, c'est ça. Je veux dire, c'est... Et vice-versa. C'est-à-dire découvrir aussi les cultures des autres quand on veut qu'ils découvrent notre culture. Bien sûr. Ça, c'est une belle piste pour le forum. On va en reparler avec Sébastien Guez, qui est ténor international, et j'en ai parlé longtemps avec lui. C'est vrai que c'est son souci en ce moment. Il voudrait bien que le maximum de personnes apprécient l'opéra. Mais c'est vrai que la question, c'est comment les personnes de l'opéra peuvent aussi être considérer que d'autres formes de pratiques sont importantes, essentielles. Ça, c'est la réciprocité qui est le plus dur dans ces histoires. Oui, je pense que la plupart des musiciens, ils sont très ouverts à ça. Ils ne peuvent pas imaginer qu'il n'y a que leur art qui est important.
Enfin, moi, ça c'est quelques exceptions, mais en général... Ah oui, peut-être, mais moi, je connais plein d'artistes qui sont pas comme ça. Je veux dire, la plupart, ils sont toujours en train de la recherche de découvrir de nouvelles formes d'expression. Enfin, moi, je suis plutôt dans cette dynamique-là. Ouais. Est-ce que, comme on parle beaucoup de la relation avec les personnes, moi j'ai plutôt les personnes que le public, est-ce que en cette période de Covid, vous avez eu des feedbacks, les gens, qu'est-ce qu'ils vous disent, des personnes que vous avez rencontrées, avec qui vous avez eu une relation musicale, artistique, est-ce que vous en avez, que vous avez rencontrées, et qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est-à-dire qu'on a rencontré... Oui, parce que quand vous dites, la musique c'est une relation avec les personnes, tout ça, donc cette relation-là, elle n'est pas seulement limitée à l'instant, elle construit une relation humaine, durable, j'espère. Une mémoire. Une traçabilité de cet instant émotionnel qu'on a vécu, mais qui nous lie aussi en tant que... Voilà. Et qui crée aussi le désir de se revoir. Voilà. Ce n'est qu'un aura, dit-on. Donc là, est-ce que c'est juste une question que j'ai en après, il y a différentes relations humaines. C'est-à-dire, il y a la relation humaine avec le public. Alors, il y a des publics qui sont... surtout, si c'est quelque chose de local, c'est-à-dire que lorsqu'on organise des choses, il y a des gens qui nous suivent, qu'on rencontre régulièrement, et bien là, régulièrement, je veux dire, les gens écrivent des mails, dire quand ça reprend, de toute façon, ils voient bien, on annonce, c'est-à-dire qu'on a fait, par exemple, rien que cette année, on a une réflexion sur, on fait une plaquette pour annoncer les activités et tout ça, et avant de la faire, on s'est dit, cette année, elle est quand même très particulière, on ne peut pas en faire une de la même manière que, comme si rien ne s'était passé, et qu'on trouvait ça important que les gens qui viennent habituellement au spectacle ou des gens qui veulent découvrir s'aperçoivent tout ce qui est projeté dans les mois qui viennent, mais en même temps, 3 mois après, en fait, le panorama, il a complètement changé entre ce que tu as prévu et ce que... Voilà. Et donc, ce qui nous intéressait, c'était de montrer qu'on voit, mais vraiment prendre conscience de la situation d'aujourd'hui, de dire... Voilà ce qui est prévu, puis d'autres, en fait, c'était prévu, mais en filigrane, qui disparaît sur... Donc, en fait, il y a un panorama, et ça, c'est très intéressant de voir, a posteriori, de voir tout ce qui se dégage, qui fait des couches. Enfin, voilà. Donc ça, c'est le contact avec le public, qu'on rencontre aussi dans la rue, simplement. Après, il y a les contacts, les relations humaines, nous, avec les créateurs, c'est-à-dire avec les compositeurs avec lesquels. Donc ça, on continue, parce qu'il y a tous les projets qu'on a lancés et qui ne vont pas se faire, ou qui sont reportés, qu'on essaie de reporter quand ce sont des créations. Ben là, on est en contact perpétuel. Donc on essaye de garder des résidences où les artistes se réunissent et continuent à travailler ensemble, échanger, parce que ça, c'est fondamental. Si on reste chacun dans notre coin, déjà, moralement, on a vu le dégât que ça fait sur les créateurs, c'est qu'à un moment, ils ne savent plus, ça empêche même la créativité, parce qu'ils ne savent pas, comme ils ne savent pas si ça va aboutir, ils se disent pourquoi passer autant d'énergie à écrire des choses, et puis après c'est avec les autres artistes, c'est-à-dire qu'on échange, ça, le contact avec les gens, ça reste. On est tout le temps, on le maintient, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de dire, voilà, ça ne peut pas se faire, donc quand est-ce que... D'ailleurs, ce que je trouve, c'est ça qui est fatigant, c'est-à-dire qu'on passe nos semaines à se contacter là, voilà, et alors ça c'est pas possible, et on reporte, et voilà, puis après tu recontactes tous les artistes, ah non, il y en a un qui peut pas, et puis on est sans cesse, en fait, au lieu de jouer, au lieu de produire réellement, on est en train toujours dans l'organisationnel de reporter, d'essayer de maintenir ces relations. Et ce qui se passe ici, la présence de Proxima au Douve, c'est dans cet esprit-là aussi? Ben, au Douve, jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi encore à faire un spot. Cette année? Sauf Douvite, voilà le festival, où on a décidé de le faire numériquement comme... Mais en même temps, ça fait des rencontres, parce que je vois avec Proxima, où on s'est rassemblés avec Fruits d'Essence, avec 2 autres associations, où on a essayé de construire quelque chose ensemble, où on s'est réunis, on a fait résidence, et on a produit l'objet ensemble. Donc, ce qui est dommage, c'est de ne pas le faire après de cette rencontre avec le public. Mais non, je pense que tous les artistes essayent de maintenir, c'est essentiel, même si ce n'est pas le même contact, parce que voilà, il y a une partie qui n'existe plus actuellement. Ça ne veut pas dire qu'il n'existera pas, mais
On peut donc parier sur les degrés de liberté, l'extension des degrés de liberté, des pratiques d'expression artistique. Hein, ces jours, Proxima va bien chez Duval. Oui, ouais, Duval. C'est Duval. Alors, je continue toujours dans les... Eric, je continue dans les exemples. Je continue dans les exemples parce que c'est important aussi, parce que l'histoire d'Espagne, c'est un exemple où il y a eu beaucoup de points de vue. C'était important d'avoir le point de vue aussi. Je continue un autre exemple, justement, parce que j'aime bien qu'on analyse aussi des expérimentations qui se font et pour voir aussi quelles sont à la fois les limites, les enjeux et puis les choix aussi. Il y a par exemple actuellement des artistes qui pensent avec MC2A, à la Mecca je crois, qui font une présentation les captations, voilà, avec un nombre limité et à plusieurs moments. Donc, ces exemples-là, comment on l'analyse comme... Alors, si tu veux, bon, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Oui, mais c'est important bien évidemment. Mais là, si tu veux, je pense que c'est... Déjà, il y a quand même un entre-soi culturel à certains niveaux. Et là, je pense que ce genre de truc, on est dans l'entre-soi de l'entre-soi, quoi. Et alors là, si tu veux, il ne faut pas compter sur moi pour participer à ce genre de choses. Professionnel, quoi. Professionnel de la profession. Voilà, tout à fait. Et donc, voilà, quoi, c'est... Bon, moi, soyons clairs, quand je dis Duval, c'est Duval. Bon, d'abord, c'est une réalité, d'une part. D'autre part, il vient comment dire, d'une trajectoire musicale qui n'est pas la mienne, puisque lui, il est sur le jazz et les musiques du monde, et c'est autre chose que nos histoires, qu'on le veuille ou non. Et, ben ouais, mais c'est autre chose. Attends. Et c'est pas un souci. D'ailleurs, c'est pas une critique, c'est pas une échelle de valeur, c'est rien du tout, c'est juste un fait, un constat. Et quelque part, je pense qu'on était réduit à se battre de manière assez sectaire pour obtenir les choses qu'on a pu obtenir. Si on s'était... Pour moi, le vrai combat, il était là. On n'avait pas à masquer nos projets, on avait à être clair, et c'est comme ça qu'on les a défendus. Moi, je ne défends pas toutes les musiques, les machins, c'est facile de dire des trucs comme ça. Ça ne mange pas de pain, de toute façon, puis ça donne une espèce d'ouverture. Moi, je n'ai rien à foutre de l'ouverture. Que les gens, parce que je suis un afro-sectaire, ou un taré, ou je ne sais pas quoi, mais je m'en tamponne total. Donc, moi, ce qui m'importe, c'est de porter ce qu'on porte, et en essayant de rester le plus, comment dire, le plus raccord avec ce que je pense et qui je le pense dans la mesure. Je ne suis pas le seul à le penser, quoi. Je veux dire, quand je parle des musiques, quand je regarde, moi, les reportages ou les documentaires sur l'immigration en France, voilà, avec toutes toi aussi, Charceau, nos origines, aux uns et aux autres, comment on a construit ces histoires. Et bien moi, je suis dans les musiques populaires, oui, ça veut dire quelque chose pour moi. Ça, c'est un truc fondamental pour moi. Ça, c'est un vrai combat, quoi. Tu vois, les Blanchards, les mecs comme ça, tout ça, etc. Tous ces trucs qu'on peut voir là, mais tu vois, qui sont portés par, justement, ouais, c'est les droits culturels, ça, pour le coup, là. Pour moi, c'est là où on y est, là. Pour faire humanité ensemble. Ouais, bien sûr. Mais c'est pas parce qu'on fait humanité ensemble qu'on est obligé d'aimer l'opéra. Moi, je n'aime pas ça, même si je suis d'origine italienne. Je ne m'y trouve pas bien. Je suis dans... parce que des fois, ma femme m'y entraîne, je ne suis pas à l'aise. Et j'en ai rien à... Et si tu veux qu'on dise, lui, il n'aime pas l'opéra, alors ça, vraiment, quel manque culturel. On n'en est pas là. On en est à dire que de toute façon, avec les droits culturels, c'est les écarts entre les manières dont les personnes ont des imaginaires, des symboliques, dont apprécient ou pas telle ou telle musique. Aujourd'hui, ce que je ressens, et sans doute les autres, c'est que la musique, quelle que soit sa forme, c'est autre chose que l'écriture, que la mécanique, que la fonction, que la comptabilité. La notion, disons, de musique peut être un concept qui, prenant des formes différentes, est un élément essentiel de ce qui reste à l'humain lorsqu'il a fini, de travailler, de payer ses impôts, de rouler sa voiture. L'homme fonctionnel,
tu veux. Ah, mais sans musique, on Et peut la, pas vivre. et la musique, C'est Nietzsche qui dit ça, voilà. non? Et on est d'accord. Après, chacun, effectivement, a ses trajectoires, il reste ou s'y retrouve ou pas. D'autres, ben, ils ont aimé le jazz avant d'aimer le rock. Oui, Et la musique ils ont le droit. contemporaine. Ah, ils sont vieux, d'accord, ils sont vieux, d'accord. Même si on va... Même si on va... Je ne renie pas la période rock, je ne Non, mais renie je pas la pense période que- jazz, etc. Parce Mais que- je crois que la musique, il faut absolument qu'on arrive à la poser comme étant une catégorie de notre vie humaine qui est spéciale, qui est spécifique et qui a un enjeu. Mais, non, mais c'est pas là, peut-être on va parler, mais c'est juste pour quand même reconnaître que Eric Lou, que j'ai connu, parce qu'on a aussi été dans la même résidence. Tout à fait. HLM, résidence HLM, monsieur. On avait créé une association d'ailleurs avec des cours le gardien qui donnait des cours de musique. Oui. Ah ouais. Tu vois, avec la fête de la musique organisée par nous dans notre territoire, en confinement, entre guillemets. Avec Philippe Martin. Avec Philippe Martin, tu vois, avec des prêtres, des curés. Non, ce que je veux dire par là, c'est que je le connais quand même pour avoir côtoyé Eric et pour avoir côtoyé la Rock School. C'est quand même un lieu de musique du monde qui, comme disait l'autre, le tigre n'a pas besoin de crier sa tigrisite, il prend sa part et la mange. C'est que là, effectivement, on a un lieu, parce que j'ai vu quand même des gens qui venaient de partout et pour jouer leur musique, mais qui venaient de partout aussi pour apprendre la musique. Et ils n'ont pas besoin de mettre le label musique du monde. Ça, c'est musique populaire. Ça, je le reconnais. Effectivement, j'entends bien ce que tu veux dire. Voilà. Je l'entends. Moi, je déteste le mot musique populaire. Ça ne m'étonne pas. Ouais, mais tu sais, c'est comme le libellé pour nous, musique savante. Enfin, je pense qu'il faut qu'on se détache de tous ces. Pareil, c'est un problème administratif, c'est-à-dire qu'il faut. Ah non, là c'est pas. Après, en même temps, tu ne peux pas dire ça. Après, mon ami, tu ne peux pas dire ça parce qu'on est aussi dans la liberté d'expression. Les gens, ils mettent aussi des mots dans ce qu'ils vivent. Et c'est à nous de pouvoir aussi avoir à la fois notre propre compréhension et rentrer aussi dans l'univers de sens de l'autre pour pouvoir communiquer. Voilà, moi je pense que c'est important aussi parce que même pour le Bélé, on a reçu ici un grand spécialiste du Bélé, martiniquais, qui vient en plus du conservatoire et qui travaille sur la musique traditionnelle martiniquaise et qui n'appelle pas musique traditionnelle. Et il dit qu'il a la même validité que les autres et il le revendique. Donc, celui qui ne maîtrise pas cette musique-là, ni dans son histoire, ni dans ses formes, peut avoir une vision très folklorique de l'affaire. Et je crois que tout est dans à la fois la perception que j'ai de ma propre culture, de mes propres sens, et comment je le communique aux autres pour faire humanité. Vraiment, on en est là. C'est-à-dire, si on n'arrive pas à partager le fond, la forme et le sens de ce que l'on fait, on reste effectivement entre soi et on est sectaire. Mais si on arrive justement à créer ce lien à travers des rencontres, des palabres, de la communication, mais c'est ça qui fait qu'il y ait des ponts, des ponts qui sont liés, et qu'on construise aussi les conditions pour que cela soit possible. Qu'on construise les conditions pour que cela soit possible. Pour moi, vraiment, c'est important. Cette interaction, ce qu'on appelle l'interculturalité, c'est une relation intersubjective. C'est des personnes. C'est pourquoi j'ai du mal avec. C'est des personnes qui se rencontrent. Et dans chaque univers culturel, chaque personne construit sa propre forme, sa propre trajectoire et n'est pas nécessairement représentant du groupe auquel il pourrait être rattaché. Et donc, ce sont des individus qui sont en interrelation. Pour moi, vraiment, c'est vachement important. C'est tellement important que la question, c'est pas d'aimer telle musique ou aimer les musiques des autres, c'est reconnaître que la liberté de l'autre fait partie de l'enjeu de l'humanité. Et ça suppose effectivement de se voir, de discuter, et puis peut-être de faire des pas, chacun. Mais c'est un enjeu de faire humanité ensemble, et ça, c'est l'enjeu politique. Et donc, on va retrouver ces histoires de. Alors, l'autre jour, j'entendais, c'était hier, un truc absolument énorme, Jean-Michel Rive, le directeur du Rond-Point, commentant l'invasion de la commanderie de Marseille par les supporters de football.
Et il a dit, ah, heureusement que chez moi, mon public n'est pas composé de footballeurs. Alors évidemment, quand on entend ça, on tourne sur sa chaise par rapport à tout ce qu'on essaye de dire. Il faut reprendre tout le boulot, effectivement, alors à partir des relations et à partir des capacités des uns et des autres, en faisant relation avec les autres, de développer des libertés, des trajectoires d'émancipation. C'est votre vie, enfin moi j'entends ça de votre vie. Ça serait bien que ce soit pris en compte aussi dans les discussions publiques, pas simplement qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous aimez. Oui, et puis je crois qu'aussi, juste, je ne sais pas si ça tombe à propos ou pas à propos, mais peu importe, j'ai envie de dire, maintenant comme ça, quoi. Ouais, on va bientôt arrêter. Et si tu veux, enfin, moi, je ne suis pas né dans un milieu où on écoutait du rock ou du... C'est arrivé. Enfin, si tu veux, j'ai pas d'éducation qui m'aurait amené à croiser ce truc-là. C'est vraiment, pour moi, la musique, c'est pas dans la tête, c'est dans les tripes. Si ça marche pas au niveau des tripes, ben ça fonctionne pas, quoi. Moi, en ce moment, mon truc préféré, c'est Sleep for Moth, un groupe de Nottingham Forest qui est énormissime pour moi. Le mec, il passe des boucles en machin. Il y a un mec qui jacte, qui tient la scène. On les a fait à Barbey il y a 2 ou 3 ans. C'était énorme. Il n'y a rien. Il y a juste un ordi où le mec envoie des boucles, voilà, et il y a un mec qui chante. Eric, je pense que c'est toujours la même chose pour tout le monde. Moi, par exemple, je ne suis pas né dans une famille où on écoutait de la musique de mais non, mais c'est et quand j'en ai écouté, que j'en ai pratiqué, ça me parlait, j'avais l'impression... Oui, mais voilà, mais c'est ça que je veux dire. J'en avais fait non, tout le mais, temps, donc je pense que chacun... Oui, mais je suis d'accord. C'est pour ça que oui, je finis mais il faut le dire. À mon avis, il faut le dire. On le dit, c'est pas en même temps. Non, mais ce qu'on veut dire, c'est que... Non, mais je pense que c'est chacun... Si tu veux, les tenants du déterminisme total à la Bourdieu, ils me fatiguent. Oui, non, mais ça... Mais je pense que les vrais artistes ne sont pas comme ça. Comme tu disais, justement, que toi, ce que tu as envie de défendre, c'est que tu es passionné par rapport à ce que tu aimes. Mais je pense qu'on est tous comme ça. Ah bah oui, autrement, on ne passerait pas notre vie mais je pense qu'il y a des faire ce qu'on fait si on n'était pas passionné. Mais ça ne veut pas dire je pense qu'il y a beaucoup qu'on n'est pas ouvert et on n'a pas envie d'aller écouter. Parce que moi, j'écoute d'autres musiques, je vais voir d'autres spectacles que ce que je fais. Mais simplement, ce que je crois et ce que j'ai envie de faire artistiquement, c'est ce que je fais. Moi, je ne le ferai pas. Alors, est-ce qu'on peut... aussi simple que ça. Moi, je pense que c'est pas... Sans conclure, ouvrir la discussion. Vas-y, tu veux. Non. Simplement pour dire quelque chose qui pourrait être honnête par rapport à notre discussion, c'est que cette histoire de passion, cette histoire de trajectoire de liberté des uns et des autres, devrait être l'horizon de travail des politiques publiques et pas seulement des horizons où les uns dominent les autres, ou alors on est dans le loisir et la consommation, sur le plaisir personnel des uns et d'aller au spectacle, etc. Ça, c'est un horizon de politique publique qui serait intéressant, pour que chacun, avec sa passion, soit en relation avec d'autres qui ont leur passion, et qu'on est dans une société ou une collectivité, une municipalité, où on parlerait plus de vivacité, comme on dit, de vitalité du territoire, que d'attractivité du territoire. Ça ne veut pas glisser vers l'économie créative, Michel. Peut-être que ça moi, c'est ce que j'entends de parcours très différents, c'est ce qui nous reste, et peut-être qu'on va voir à la suite des émissions si ça peut être un élément de notre rapport à un forum qui risque de glisser. Est-ce que ça vous fait plaisir? Est-ce que ça vous fait plaisir? Est-ce que ça vous fait plaisir? Oui. En tout cas, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que on est dans une période qui est marquée par cette incertitude-là et que nos libertés sont aussi brimées dans ce contexte et qu'on a besoin à la fois entre les artistes, les personnes, les gouvernants, d'avoir des temps pour définir ensemble, démocratiquement, en parlant, les conditions pour pouvoir justement exercer cette liberté-là, parce que elle est, voilà, cette liberté d'exprimer sa passion, liberté de pouvoir revenir écouter, voir ce qui est proposé, de pouvoir être en interrelation avec les autres, parce qu'on est quand même des êtres sociaux et qu'on ne peut pas continuer dans ce moment d'introspection égoïste, etc. Donc, et il faut nécessairement que ça soit organisé. Et il me semble qu'il faut qu'on passe par ce moment-là. Je ne sais pas si le forum en est un horizon possible, mais il est nécessaire d'avoir ça, parce que sinon, on ne peut pas laisser à la fois aux artistes de dire je fais ce que je veux librement, on ne peut pas laisser au gouvernement de nous imposer
des modalités qui nous brûlent. Et au marché. Et au marché, en plus, avec le marché qui nous pousse d'ailleurs vers des formes qu'il maîtrise bien, parce qu'il maîtrise bien ces formes dont on parle. Et on a de grands artistes qui commencent aussi à aller dans cette forme-là. Donc, je pense qu'il y a vraiment un moment presque de revenir sur le cœur de notre cité, c'est-à-dire la démocratie. C'est une sacrée conclusion. Ouais, merci. Merci à vous deux de nous voir. Cette émission a été présentée par Cherceau et Jean-Michel Ducas. Elle a été produite par l'association La Halle des Douves, réalisée par Justine Loga et Samira Moumni, avec la complicité d'Agnès Rey et Kirton Lecoq.